l'incroyable impolitesse et inélégance de lancer cette merveilleuse conversation en l'absence de l'hôte, Galia Ackerman, qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Il y a une histoire de sac oublié et qui est en cours de récupération. Donc en attendant la résolution, je l'espère, de ce souci logistique, je vais commencer évidemment par remercier le lieu, qui est magnifique, majestueux, et donc qui va inspirer, je l'espère, de jolis et stimulants débats. Remercier évidemment Desk Russie, j'ai parlé de Galia, Monsieur Fourcade et toutes les personnes qui rendent possible ce temps d'échange. Merci surtout à vous toutes et à vous tous qui vous êtes déplacés. Ça nous oblige. À celles et ceux qui se joignent à nous ici, bienvenue. À celles et ceux qui étaient déjà ici ce matin, welcome back. Je vais rapidement lancer cette table ronde qui s'intitule, je cite, politique d'expansion et méthode de projection de la puissance. Je vous avoue qu'en découvrant ce titre, j'ai été très intimidé par son aspect quelque peu vaporeux, mais assez rapidement, en échangeant avec les trois spécialistes qui sont à mes côtés et que je vais brièvement vous présenter, je crois qu'on va très rapidement, tout aussi rapidement, prendre conscience du caractère très concret, et j'entends par là dans le réel, des différentes déclinaisons de ces politiques d'expansion et des méthodes qui se mettent à leur service. Donc n'allez surtout pas croire que ce débat va être purement théorique. Encore une fois, avant de vous donner la parole, messieurs, je vais juste commencer par brièvement donc vous présenter, vous qui êtes nos rapporteurs, nos intervenants. Il y a pas de hiérarchie, mais je vais commencer par vous, Jean-Sylvestre Montgrenier. Vous êtes professeur agrégé, chercheur à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Vous avez commis plusieurs ouvrages, je ne vais pas tous les citer, je vais prendre simplement les plus récents. Le monde vu d'Istanbul, géopolitique de la Turquie et du monde altaïque aux presses universitaires de France. Une géopolitique de l'Europe chez Que sais-je, et puis également chez Que sais-je, mais coécrit avec vous, Madame Françoise Thom, une géopolitique de la Russie. Bref, des ouvrages qui, évidemment, sont au cœur de la conversation que nous nous apprêtons à avoir. Vous travaillez également, cher Jean-Sylvestre, au sein de l'Institut Thomas More, qui est un laboratoire d'idées basé à Paris et à Bruxelles, et vous y travaillez sur les enjeux géopolitiques et de défense en Europe. Et puis, je m'arrêterai par là. Vous couvrez plus spécifiquement, puisque vous êtes quand même agrégé d'histoire et de géographie, les zones baltiques, mer Noire, Eurasie post-soviétique et la Méditerranée, qui encore une fois sont des zones qui sont au cœur de notre conversation. Merci Jean-Sylvestre d'être parmi nous. Et ces zones d'ailleurs que je viens de citer, cher monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripper, vous les connaissez bien, vous êtes diplomate. Vous avez un CV très très long, donc je ne vais pas le détailler, je vais simplement rappeler, même si tout le monde ici le sait, que vous avez été conseiller auprès de nombreux ministres des Affaires étrangères, de 2 premiers ministres, notamment Michel Rocard et Lionel Jospin, et c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement. Vous avez occupé des fonctions d'ambassadeur dans 3 zones, notamment que je viens de citer, et qui sont au cœur, elles aussi, de ce temps débat et d'échange, la Turquie, la Russie et la Chine. Merci, monsieur l'ambassadeur, de vous être joint à nous. J'en profite quand même pour citer l'ouvrage que vous avez publié l'année dernière, Diplomatie de combat, mémoire au pluriel, aux presses de la Cité, édition Perrin. Cédric Merle, bonjour. Bonjour, vous êtes le patron du département expertise et innovation chez Natixis. Juste avant de lancer ce temps de conversation, je vous ai dit, Cédric, que j'ai plein de défauts, et notamment celui de ne pas vous connaître, et c'est peut-être un défaut que certaines et certains ici partagent avec moi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une introduction un tout petit peu plus longue pour vous, qu'on comprenne bien qui vous êtes et ce qui vous amène ici. Vous avez soutenu une thèse de doctorat sur l'écologie politique aux caractéristiques chinoises. Ça va beaucoup nous être utile. Vous dirigez pour Natixis une équipe dédiée à la finance durable. Ça, c'est un terme qui ne m'est franchement pas familier, donc j'ai hâte de vous entendre sur ce qu'est la finance durable et la prévention du greenwashing.
Ces notions, elles sont au cœur également des enseignements que vous dispensez sur la finance en lien avec les questions climatiques et les questions de politique climatique. Vous m'avez dit avoir travaillé avec des entreprises chinoises sur, je cite, l'acceptabilité environnementale et sociale des nouvelles routes de la soie ou la décarbonation de certaines filières. Et vous m'avez expliqué que vous conseillez des entreprises, des investisseurs sur les enjeux d'autonomie stratégique de l'Europe, notamment vis-à-vis de la Chine. Et vous vous penchez justement sur le cas de la Chine et on a hâte de vous entendre sur ce sujet. Donc merci Cédric Merle de prendre du temps ce samedi pour nous proposer vos éclairages sur les thèmes que nous allons aborder. Je le disais, notre table ronde, elle s'intitule Politique d'expansion et méthode de projection de la puissance. Je vous demande, messieurs, si vous le voulez bien, dans vos dégagements initiaux, d'être concis. Concis, c'est à peu près 15 minutes chacun, afin qu'on puisse avoir le temps de vous faire réagir les uns par rapport aux propos des autres et qu'on ouvre éventuellement la possibilité à la salle de vous poser également des questions qui ne manqueront pas de venir. Jean-Sylvestre Montgrenier, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien. On lit sur le programme du colloque le titre suivant sous votre nom, l'axe sino-russe et ses prolongement de la difficulté à nommer le réel. Là encore, il y a plein de mots qui m'interpellent dans cet assemblage, mais avant de vous poser des questions, je vous propose de lancer ce temps de conversation par quelques premières réflexions, s'il vous plaît. Merci. D'emblée, je vais vous décevoir parce que mon propos est quand même assez conceptuel et théorique. C'est un tour d'esprit. Et puis bon, c'est important l'empirisme, c'est important les détails. Mais enfin, j'ai toujours en mémoire le fragment d'Héraclite selon lequel il ne faut pas se perdre dans la multiplicité. Et donc, il faut aussi pratiquer une dialectique ascendante et dégager une vue d'ensemble et forger, affermir un certain nombre de concepts. Alors, l'axe sino-russe, bien sûr, on fait référence à ces deux pays. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la Russie-Eurasie, par référence à l'eurasisme, donc la Russie de Vladimir Poutine, et puis de l'autre, une Chine néo-maoïste, deux puissances révisionnistes, deux États perturbateurs, pour reprendre l'expression de l'amiral Castex. Et donc, par définition, ce sont des puissances qui sont engagées dans des politiques d'expansion, dans des formes d'expansion. Alors, expansion territoriale, c'est particulièrement évident dans le cadre de la Russie, mais finalement la Chine avec la mer de Chine méridionale, etc. Tout ça, ce sont bel et bien aussi des formes d'expansion territoriale. Et puis au-delà, c'est une expansion de puissance qui se joue. Alors deux puissances révisionnistes, deux États perturbateurs qui sont animés par de profonds ressentiments. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai très certainement. Il ne faut pas avoir une vision superficielle de ce que je nomme ici des ressentiments. Ça a des racines longues, c'est quelque chose de chevillé au corps, d'extrêmement profond, et à mon sens, on gagnerait beaucoup à renouer avec la psychologie des profondeurs pour prendre la mesure de l'époque, pour prendre la mesure des risques et des menaces qui pèsent sur nous. Alors ce sont deux puissances qui cèdent et qui se soutiennent réciproquement. Ça va au-delà des convergences affichées. Ce ne sont pas simplement des effets de rhétorique, et à mon sens, on peine malgré tout à nommer les choses, à dire les choses telles qu'elles sont, notamment à parler d'alliance. Donc c'est autour de cette question-là que mon propos va tourner. Alors je vais voir ça en 3 points, tout en restant dans les 15 minutes qui me sont imparties. Un premier point qui consistera en un bref aperçu sur la Russie et la Chine en tant qu'acteurs géostratégiques globaux, en revenant sur les dissymétries qui existent entre les deux, mais qui pour moi ne constituent pas un obstacle rédhibitoire dans la formation d'une alliance. Un deuxième temps sur finalement la thèse de la désynchronisation. La Russie, Eurasie et la Chine néo-maoïste seraient désynchronisées, ne travailleraient pas, n'œuvreraient pas sur les mêmes échelles de temps. Et donc là aussi, c'est quelque chose que je m'emploierai à contester, ou en tout cas à nuancer. Et puis, le troisième point, c'est une alliance politico-militaire qui ne dit peut-être pas son nom, mais qui n'en existe pas moins.
Alors d'abord, un premier temps, sur la dissymétrie qui existe entre la Chine et la Russie. Alors c'est vrai qu'il y a une inégalité de puissance sur différents plans, démographique, économique, commerce, etc. Et donc il y a l'idée qui s'est imposée et qui correspond bien sûr en grande partie à la réalité, selon laquelle la Chine serait la nouvelle superpuissance planétaire et en contrepartie, ou en revanche, la Russie, elle, là, ne serait pas qu'une puissance régionale et crépusculaire. Et donc, de ce fait, nous aurions une Russie de Vladimir Poutine pressée par le temps, lancée dans une fuite en avant. C'est la fameuse opération spéciale du 24 février 2022. Enfin, je dis fameux, faudrait plutôt dire infâme, autant pour moi. Mais donc, ça serait le signe, finalement, de cette puissance crépusculaire qui est gagnée par le temps. Mais là, j'anticipe déjà un peu sur la deuxième partie. Il faut pas que je prolonge la chose. Et puis, la Chine, inversement, elle aurait le temps pourrait faire preuve de patience stratégique. Elle jouerait le long game, comme on dit. Le temps travaillerait pour elle. Bref, la Russie serait un accident météorologique, et puis la Chine, elle, là, serait le changement climatique. Alors, c'est cette idée que je veux nuancer. D'abord, sur la Russie, à mon sens, il ne faut pas exagérer la faiblesse de la Russie, de la réduire à son PIB global. Alors, c'est vrai que c'est moins de 2% du PIB global, 1,8%, ça la place au 10e, 11e rang mondial. Alors souvent on se focalise là-dessus, on se rassure en revenant sur cet agrégat macroéconomique, mais si on considère un certain nombre de secteurs, on voit que la Russie occupe des positions de force dans 4 ou 5 secteurs. Alors bien sûr on pense aux hydrocarbures, au pétrole, gaz, c'est quelque chose de bien connu, les matières premières en général. Alors il y a les céréales, là c'est avec ce qui s'est passé le 24 février 2022 qu'on a pris conscience de la place occupée aujourd'hui par la Russie sur les marchés céréaliers mondiaux. Les minerais aussi, ça représente à peu près 14% de la production de minerais dans le monde. La Russie, elle travaille à rationaliser ce secteur, à renforcer sa position dans ce secteur. Et il y a également le nucléaire civil, le spatial, là sans parler du militaire, même s'il y a beaucoup de ratés en Ukraine, là, il n'en reste pas moins que les forces militaires russes sont toujours au travail. Et puis alors enfin, cette Russie a su préserver ses fondamentaux, entre guillemets, sur le plan économique, en termes de déficit, en termes de dette, en termes de commerce extérieur. Alors ça ne signifie pas, j'insiste sur le fait, que les sanctions, que les mesures qui ont été prises par les puissances occidentales et leurs alliés sont nulles et non avenues, mais il n'en reste pas moins que ça met du temps à produire des effets. Et d'ici que ça produise pleinement ces effets, il peut se passer beaucoup de choses. Alors c'est vrai que si on se reporte à la guerre froide historique, puisque là c'est une nouvelle guerre froide, à la guerre froide historique, on avait mis en place le COCOM, les Occidentaux avaient mis en place un comité de contrôle de tout ce qui était technologie. Bon, il a fallu 40 ans pour en venir à bout. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a quand même un certain nombre de fondamentaux de l'économie russe qui tiennent debout. Il faut en être pleinement conscient. Et donc, le pouvoir de la Russie, l'influence de la Russie sont supérieurs à son poids économique global, tel qu'on veut le mesurer à travers le PIB. Alors, de l'autre côté, il y a la Chine. Ça n'est pas mon cœur de métier, je veux pas trop insister là-dessus. C'est vrai que cette Chine, elle doit faire face à un certain nombre de défis, d'obstacles. Faut-il parler d'hypopuissance? Ça, c'est un concept qui fait son chemin, qui est pas encore très répandu. Donc une superpuissance virtuelle, mais qui se heurte à beaucoup d'obstacles. Bon, toujours est-il que ça n'entame pas sa volonté de puissance, mais en tout cas, ça vient quand même rétablir un semblant d'équilibre entre la Russie et la Chine. La Chine reviendrait là-dessus, a besoin de la Russie. Il faut pas s'imaginer qu'elle regarde la Russie comme un lointain trublion qu'elle pourrait lâcher du jour au lendemain sans conséquence pour ses positions propres, ses perspectives propres. Alors ça me mène au deuxième point, la thèse de la désynchronisation que j'ai un petit peu abordée tout à l'heure, l'idée que la Russie serait un simple accident climatique alors que la Chine, elle, là, ça serait un accident météorologique, alors que la Chine, là, ça serait le changement climatique dans toute son ampleur, et donc deux puissances qui seraient pas à la même échelle de temps, qui n'œuvreraient pas à la même échelle de temps. Alors à mon sens, on risque de pécher par excès d'abstraction, une abstraction déréalisante. Finalement, on se reporte à ce qu'on pourrait appeler une conception matérielle du temps, un temps homogène, continu, qui s'écoule de façon égale au fil des années, au fil des décennies, au fil du siècle, qui s'écoule de façon uniforme, un peu comme un isotope radioactif, si vous voulez. Or, l'histoire s'écoule par ruptures successives. Il y a des phases de stase, d'équilibre,
équilibre ponctué, comme diraient les biologistes darwiniens. Et puis il y a des moments critiques, il y a des points de bascule où là il y a une brutale accélération. Et cette compréhension du temps historique, elle nous invite à prendre en compte à une autre dimension du temps, que Chronos, ce temps homogène, continu, qui s'écoule sans rupture. C'est ce que l'on appelle, enfin ce que les Grecs anciens appelaient le kairos, l'instant propice, le moment opportun. Donc finalement c'est le temps qui est vécu, le temps tel qu'il est vécu par Poutine d'une part et par Xi Jinping de l'autre. Et quand on cherche à comprendre comment ils voient les choses, eux ils ont le sentiment que le glas a sonné pour l'Occident, que leur heure est venue, et donc il y a une occasion à saisir. Donc là il y a quand même une symétrie dans leur vision des choses. Si je simplifie un petit peu, c'est maintenant ou jamais. Le moment critique est là, il faut le saisir. Et c'est un nouveau cycle long qui s'ouvrirait, qui se présenterait devant eux, un cycle post-occidental. Et là, ça nous mène à une troisième dimension du temps chez les Grecs. C'est ce que l'on appelle aion, les éons, c'est qui ouvrent même sur l'éternité. Et ça me semble rendre compte finalement de la manière dont les dirigeants russes et chinois voient les choses. Toujours est-il qu'ils s'appuient réciproquement, ils se soutiennent réciproquement sur différents plans. C'est quelque chose qui est assez bien documenté aujourd'hui. Je pense que pour différentes raisons diplomatiques, en Occident, du côté américain, on n'a pas toujours voulu voir les choses pour ménager ce qu'on appelle des ambiguïtés constructives, à essayer de se donner une marge de négociation avec la Chine. Mais quand on regarde les choses sur 2 ans et demi, 3 ans, on voit bien qu'il y a un soutien multiforme de la Chine. Et on commence à avoir même des informations sur les livraisons, non pas simplement de composants, de machines-outils, etc., qui sont essentiels à la machine de guerre russe, mais y compris d'un certain nombre de drones, d'un certain nombre d'armes. Donc ça va être de plus en plus difficile de nier la chose. Et donc finalement, ces deux pays pratiquent une sorte de dos à dos, depuis le théâtre ukrainien jusqu'au détroit de Taïwan, d'une extrémité à l'autre, de la masse eurasiatique. Tout cela dans la perspective d'une grande confrontation, de ce qu'on pourrait même appeler une guerre hégémonique, qui déboucherait sur une réorganisation générale du système international. C'est cette idée d'un monde post-occidental qui viendrait après 5 siècles d'hégémonie des puissances occidentales, non sans lutte bien sûr entre ces différentes puissances occidentales au fil du temps. Et donc les deux pays ont besoin l'un de l'autre, il y a bien un besoin réciproque, et je vous renvoie au soutien militaire, au soutien plutôt multiforme de la Chine à la Russie, y compris pour les systèmes d'armes, comme je viens de le dire. Et si on cherche à comprendre le point de vue chinois sur la Russie, pour la Chine, la Russie non seulement c'est un hinterland énergétique essentiel, mais c'est aussi possiblement un grand arrière en cas de guerre dans le détroit de Taïwan. Et dans l'immédiat, l'idée à Pékin comme à Moscou est d'écarteler l'Amérique, de renforcer les problèmes que l'Amérique rencontre, cette hyper-extension géostratégique, cette nécessité d'être engagé et d'être attentif sur différents fronts, différents théâtres, qu'il s'agisse de l'Europe, à l'autre extrémité de la masse eurasiatique, l'Asie de l'Est, le Pacifique occidental, et puis dans l'intervalle, le Moyen-Orient. Alors j'en arrive à mon troisième point, je pense que je suis à peu près dans les temps. Donc une alliance politico-militaire qui ne dit pas son nom, ça jouera le rôle quasiment pas de conclusion. Alors c'est vrai que ça n'est pas une alliance en bonne et due forme, selon le modèle westphalien, mais finalement c'est assez logique pour des États qui se veulent des États-civilisations post-occidentaux. Il n'est pas question pour eux de reprendre les codes, les normes qui étaient ceux de l'ère westphalienne. Et de toute façon, il y a eu des alliances de par le monde, de par l'histoire, bien avant les traités de Westphalie, qui datent de 1648. Pour ma part, je m'en tiens à cette définition de l'alliance comme une association d'intérêts en vue d'établir un rapport de force favorable à la réalisation d'une entreprise en milieu conflictuel. J'ai repris un dictionnaire, un ou deux dictionnaires de stratégie, c'est surtout celui de François Géret auquel je me suis reporté, une association d'intérêts en vue d'établir un rapport de force favorable à la réalisation d'une entreprise en milieu conflictuel.
actuelle. Et si on s'en tient à cette alliance, enfin à cette définition, et puis à ce qui prend forme sur le terrain, cet axe sino-russe est bel et bien une alliance avec des prolongements. On pense à l'Iran, on pense à la Corée du Nord, et puis au-delà, il y a ces manœuvres diplomatiques, géoéconomiques dans le vaste monde, ce que les Chinois appellent le Sud global. Ils ont repris l'expression, en tout cas, ce que les Russes préfèrent appeler la majorité mondiale. Alors malgré tout, du côté occidental, il y a quand même une certaine difficulté à reconnaître la chose, à la nommer. Il y a différentes objections qui sont formulées. Il y a celle de la dissymétrie. Enfin, moi, j'ai vu nulle part dans l'histoire et sur un plan théorique que toutes les alliances devaient être symétriques, loin s'en faut. Donc pour moi, ça n'est pas un obstacle rédhibitoire. Il y a aussi l'idée selon laquelle il n'y a pas de clause de défense mutuelle, c'est vrai, mais est-ce le cas de toutes les alliances qui ont existé dans l'histoire? Là encore, non. Si on posait autant d'exigences, si on avait une définition aussi restrictive de ce qu'est une alliance, je pense qu'il y a à peu près la moitié des alliances qui ont existé dans l'histoire qui devraient perdre cette appellation, cette qualification. Alors après, on pointe les divergences. Oui, bien sûr, il y en a, mais dans toute alliance, il y a des divergences. C'est pas une identité pure et simple de vue. Mais les convergences, le fait est qu'elles l'emportent. Et ces convergences, c'est face aux États-Unis, face à l'Occident, qui sont posés comme ennemis. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la formation d'une alliance. Alors c'est un peu la même idée aussi. Autre formulation contraire à la thèse de l'alliance qui est mise en avant, c'est le caractère circonstanciel, conjoncturel de cette alliance. Mais les alliances s'inscrivent toujours dans un contexte historique spécifique. Ce sont pas des alliances permanentes. Et Raymond Aron, si je me reporte à Paix et guerre entre les nations, il insiste sur le fait que lorsqu'une alliance tend à devenir permanente, c'est qu'en fait elle se transforme en autre chose. Une confédération, une fédération, etc. On a eu ça d'ailleurs dans la Grèce antique, les alliances circonstancielles qui avaient pu exister un certain temps, elles tendaient à se transformer en confédération, en symmachie. Bon, vous avez les royaumes hellénistiques, enfin vous avez la Macédoine et puis ensuite les Romains qui ont interrompu ce processus, mais il y avait un ensemble de forces qui tendaient vers le dépassement de la cité-État. Donc voilà, c'est un peu rapide bien sûr, mais voilà pour toutes les objections que l'on peut formuler et qui à mon sens ne sont pas suffisantes pour dissiper la thèse d'une alliance. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi tant de précautions dans le maniement du terme d'alliance? Pourquoi tant de pudeur? Alors j'ai cherché à passer ça en revue. Est-ce que c'est dû aux caractéristiques de la science politique occidentale contemporaine, peut-être excessivement rationaliste, très marquée au sceau de l'économisme, c'est-à-dire du réductionnisme économique, et une difficulté à prendre en compte le caractère irréductible du conflit, et donc le caractère structurant de l'ennemi. La figure de l'ennemi est essentielle. On s'allie avant tout en contre. Donnez-moi un bon ennemi, je vous ferai un bon ensemble. Autre point, mais ça revient un petit peu à la même chose, c'est la focalisation sur le concept d'intérêt. On met ça à toutes les sauces, intérêt. Intérêt aujourd'hui est devenu synonyme plus ou moins de motivation. Donc c'est tautologique. S'ils ont passé une alliance, s'ils ont fait telle chose, si tel État a entrepris telle action, c'est parce qu'il y a intérêt, c'est-à-dire qu'il avait des motivations pour le faire. On n'a pas répondu à la chose. Donc ce concept d'intérêt, il me semble qu'il n'a plus de véritable portée heuristique, comme on dit savamment. Inversement, ce qui est insuffisamment pris en compte, ce sont les passions, les émotions profondes, la psychologie des profondeurs, qui sont très largement sous-évaluées. Et là, je pense aux travaux remarquables de la regrettée Thérèse Delpech, son ouvrage sur l'ensauvagement, l'appel de l'ombre, la puissance de l'irrationnel, ou encore l'homme sans passé, Freud et la tragédie historique. Elle prenait bien en compte cette dimension psychologie des profondeurs dans la vie politique internationale. Et donc c'est quelque chose qui nous fait défaut. Et puis enfin, plus largement, je pense que finalement ça recoupe un peu tout ça. Ce qui permet de comprendre autant de pudeur, autant de précautions, c'est la domination, à mon sens, en tout cas, la prégnance du schéma théorique postmoderne qu'on retrouve un peu partout dans l'ensemble des sciences sociales, dans l'ensemble des sciences humaines, à cette propension au relativisme radical. Tout ne serait que fluidité, processus, interaction. Il n'y aurait plus de choses reconnaissables, plus de substance, plus de contours, plus de limites, plus de formes. Tout
tout devrait être pris au second degré à un tel point qu'il n'y aurait plus de premier degré. Et ça débouche sur une paralysie du langage, une incapacité les choses et à désigner les choses, à dire les choses, et in fine à désigner l'ennemi. Alors en conclusion ou en guise de conclusion, j'insisterai pour ma part sur la réalité de cet axe Pékin-Moscou et plus largement Pékin-Moscou-Téhéran, avec de fortes convergences, un appui réciproque entre ces différentes puissances et une détermination partagée, très forte, très enracinée, dans l'opposition à l'Occident, qui est posé comme ennemi. Alors cela fait beaucoup. Nul besoin d'un gros moment inaugural comme la signature du traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1949, un traité en bonne et due forme, un préambule avec une profession de foi civilisationnelle. Là, c'est vrai que tout ça ne se retrouve pas dans un document unique. En revanche, quand on prend en compte tous les accords qui ont pu être signés entre la Russie et la Chine depuis les années 2000, voire les années 90, là je pense à la diplomatie Primakov, ce sont quand même des centaines de textes avec des stipulations extrêmement précises. Il n'y a peut-être pas un article 5 qui est mis en avant, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses dans le bagage commun à la Chine et à la Russie. Alors pour toutes ces raisons, je pense que le pire est devant nous. Nous n'avons pas fini. Il ne faut pas espérer qu'il y ait une sorte de main invisible, celle de l'économie, celle de la technologie ou je ne sais quel sursaut diplomatique qui pourrait renverser complètement la situation. C'est véritablement un moment historique, un moment épocal, avec la nécessité de faire front, directement ou indirectement, sur trois théâtres, l'Ukraine, le Moyen-Orient, et puis ce que l'on appellera là où les Méditerranées asiatiques, c'est-à-dire la mer de Chine du Sud, avec le détroit de Taïwan, et au-delà, la mer de Chine de l'Est. Je vous remercie. Merci Jean-Sylvestre, le pire est devant nous. C'est ce que je retiens, ainsi que beaucoup d'autres éléments qui vont nourrir assurément la réflexion et les conversations qu'on va avoir. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, à Jean-Maurice Ripert. Le titre de votre présentation, monsieur l'ambassadeur, est le suivant: Objectifs, cibles et moyens des stratégies d'influence et de pression de Moscou et Pékin. On vous écoute sur les premiers termes que vous souhaitiez poser en introduction de ce temps d'échange. Et je crois qu'il faut appuyer sur le... Si ça marche pas, je vous passerai le mien. Merci beaucoup. Et d'abord, un grand merci à Descrucy, à Galia et un petit peu aussi à Marie de m'avoir entraîné dans cette galère. Vous allez retomber beaucoup plus bas après l'intervention précédente de Jean-Sylvestre. Moi, je ne suis pas un universitaire ni un intellectuel, donc je vais simplement vous dire ce que j'ai ressenti et ce que j'ai tiré de mon expérience en Russie, en Chine, et aussi, c'est important, ça n'a pas été cité, parce que j'ai passé 30 ans de ma vie à travailler avec les Nations Unies et pour les Nations Unies, et que la vision multilatérale me paraît fondamentale aujourd'hui. Alors, juste pour évacuer le sujet, il faudra que dans les questions qu'on revienne sur ce qui vient d'être dit. Bien sûr. Parce que je suis partiellement en absolu total désaccord avec la conclusion de Jean-Sylvestre. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. Je ne crois pas une seconde qu'il y ait une alliance russo-chinoise. D'ailleurs, il n'en parle pas. Il parle de partenariat stratégique, sauf erreur de ma part. Et je pense que c'est à l'image du monde dans lequel on est en train de s'engouffrer, ou dans lequel on s'est engouffré. Mais c'est une autre discussion, donc on y reviendra. Quand je dis que je suis pas d'accord, je veux dire, j'ai des nuances à apporter à ce qui a été dit. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Donc on va redescendre un peu plus bas. Je dois préciser, puisque je suis un retraité ambassadeur, que je n'engage évidemment que moi, ni les autorités françaises, ni les ONG et associations que je préside. Dans les objectifs, les cibles et les moyens d'influence et de pression, il y a évidemment beaucoup de points communs, et donc je vais contredire ce que je viens de dire sur le fait que je suis pas d'accord avec la conclusion de Jean-Sylvestre. Mais il y a un point qui me paraît fondamental, et tant pis si vous l'avez beaucoup évoqué ce matin, il ne faut jamais oublier que, s'agissant de régimes autoritaires, parce qu'on parle de la Chine et de la Russie, en réalité, moi je vais parler du régime de Vladimir Poutine et du régime de Xi Jinping. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, la Russie, heureusement, ne se réduit pas au régime de Vladimir Poutine, et la Chine, heureusement, ne se réduit pas à Xi Jinping et à son régime. Un point qui me paraît fondamental et qu'on oublie trop souvent, en tout cas dans ma corporation, c'est que dans les régimes autoritaires, la réalité, y compris des relations internationales d'un pays, s'ancre d'abord et avant tout dans le fonctionnement interne du régime.
et qu'on ne peut pas comprendre la politique étrangère russe ou la politique étrangère chinoise actuelle si on ne comprend pas comment fonctionnent ces régimes. Alors pour faire court, parce que vous en avez déjà évidemment, j'imagine, discuté, le pouvoir est exercé par un clan, par une personne d'abord, des hommes seuls. Il n'y a pas beaucoup de femmes, si vous l'avez remarqué, hein, des deux côtés. Par des hommes seuls, entourés d'une famille, d'un clan, d'un appareil sécuritaire, qui ne sont préoccupés que de deux choses. Un, leur enrichissement personnel. Pardon, je dis les choses assez brutalement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ce qui me rassure, c'est que les Russes et les Chinois m'ont déjà entendu souvent parler comme ça. Un, leur enrichissement personnel qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous parlons de milliards. De milliards. Hein. Et deux, leur maintien au pouvoir. Et il est tout à fait extraordinaire de constater que c'est presque en même temps que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont modifié les textes institutionnels qui leur permettent maintenant de rester au pouvoir pendant X années. La constitution russe d'un côté, la constitution et la charte du parti de l'autre. C'est extrêmement important de souligner ce point, le caractère isolé de ces hommes. C'est parce que la réalité de leurs relations, y compris avec les tiers, est fondée sur cette solitude. Les dictateurs, les dirigeants des régimes autoritaires en général, n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes, éventuellement à leur clan, à ceux qui les soutiennent. Mais il ne faut pas sous-estimer, et moi ça m'a beaucoup frappé dans ma pratique diplomatique de 40 ans, combien les autocrates intègrent la soi-disant faiblesse de leurs interlocuteurs quand ils viennent de démocratie politique. Ils sont faibles, je suis fort, puisque je n'ai pas de compte à rendre. Vous allez devoir retourner devant vos électeurs, et donc vous allez comprendre ce que c'est qu'un vrai dirigeant. À tort ou à raison. Mais en tout cas, c'est parfaitement perceptible, alors évidemment beaucoup plus dans le comportement personnel de Vladimir Poutine, qui est plus expressif de ce point de vue-là. Vous vous souvenez de la visite de Nicolas Sarkozy, que chez Xi Jinping, qui a le caractère un tout petit peu plus impassible, un caractère un peu plus impassible. Mais l'idée est la même. Les démocraties sont faibles par essence. Donc leurs dirigeants sont faibles. Donc je crée un rapport de force, et c'est le premier élément de réponse aux questions qui me sont posées, en oubliant évidemment que le rapport de force n'a de sens que s'il est émis, mais qu'il est accepté par celui à qui on cherche à l'imposer. Et on a bien vu la surprise russe, en tout cas moi j'étais là, quand en 2014, au lendemain de la première invasion de l'Ukraine, comme un seul homme, les Européens, à la stupeur générale, ont dit non, ça va pas le faire. Et ont adopté des sanctions. Alors, les Russes ont ricané, ont dit tout ça n'a aucune importance. Bien, en tout cas, ils ne s'y attendaient pas, c'est clair. Et donc là, il faut toujours se rappeler ça. Quand on dîne avec le diable, il faut avoir une longue cuillère de bois. Je passe sur le caractère répressif des régimes, l'absence de toute liberté d'information qui évidemment joue un rôle très important puisque ça veut dire fondamentalement que la politique étrangère n'est régie que par ce qu'en dit le pouvoir en place vis-à-vis de l'opinion publique et de la population. En Russie comme en Chine, les dirigeants ont fabriqué de nouveaux narratifs historiques, répétés à l'envi, qui s'articulent dans les deux cas, c'est notable. Ça traduit beaucoup de convergence. Je tiens là encore pour atténuer ce que j'ai dit tout à l'heure. Convergence, partenariat, coopération, jusque-là, j'ai pas de problème. C'est l'alliance qui me gêne. Mais la convergence, c'est clair. Parce que les deux récits narratifs, les deux narratifs historiques chinois et russes s'articulent aujourd'hui autour du retour à la reconstitution rêvée d'un empire séculaire, entouré d'ennemis, qui cherche sa perte, bien entendu, et dont le salut du dit pays ne peut venir que du chef, c'est-à-dire du dirigeant autoritaire. Les nouveaux empereurs construisent une épopée dont ils sont évidemment les acteurs centraux. Alors en Russie, c'est tout ce que vous pouvez entendre sur le récit de la Grande Guerre patriotique. Quelle ne fut pas ma surprise, au premier défilé auquel j'ai assisté Place Rouge, de n'entendre citer aucun des alliés, de n'entendre évidemment pas parler de la Shoah. J'ai appris que la Russie avait gagné seule contre tous une guerre contre les nazis, que d'ailleurs un peu plus tard, ai-je appris, avait été soutenue par le monde occidental. Ça vaut ce que ça vaut, vous pouvez vérifier les discours.
Donc on fabrique une histoire, et qui dans le cas de la Russie n'est d'ailleurs pas tout à fait l'histoire de l'Empire. C'est l'Empire revisité par Joseph Staline. Vous avez aujourd'hui en Russie un phénomène de réhabilitation de l'image de Joseph Staline qui est tout à fait hallucinante. Vous avez un musée consacré au Goulag où on ne parle pas de Staline, construit par le gouvernement à Moscou pour faire pièce au musée, évidemment, au travail fabuleux du centre mémorial et du centre des droits de l'homme de Sakharov et d'Elena Bonner, qui a été, comme vous le savez, depuis fermé. C'est tout à fait inouï quand même. Il faut réagir à ça, il faut s'en souvenir. Le patriarche Kirill déclarant « j'étais là ». Oui, certes, il a commis quelques erreurs, mais c'était quand même un grand homme d'État, Joseph Staline. C'est une déclaration du patriarche Kirill, le principal support de Vladimir Poutine. Dénonciation du retour du nazisme aux frontières du pays, ça vous en avez tous été témoins. Dramatisation des visées impérialistes des États-Unis, de l'Europe et de l'OTAN. Il s'agit bien de créer une Novorossiya, libérée des valeurs humanistes, des tares du monde occidental, qui ont définitivement privé ce dernier de tout droit à l'exemplarité. Et je fais une incise quand même aussi pour signaler à cet égard que ce qui est remarquable, ça ne vous a pas échappé non plus, c'est que la Novorossiya, c'est une Russie blanche. Nous parlons de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Pas de ces peuples qu'on envoie à la boucherie en Ukraine. De la même façon que le grand rêve de la renaissance de la nation chinoise, de notre ami Xi Jinping, c'est l'empire Han, reconstitué, réalisé enfin par l'assimilation forcée, pour ne pas dire la disparition, quand on regarde ce qui se passe au Tibet et au Xinjiang notamment, en oubliant d'ailleurs la Mongolie, qui, si je comprends bien, est en train de suivre la même trace, toute trace de ce qui n'est pas Han dans la Chine de Xi Jinping. En tout cas, cet objectif pour 2049 de renaissance de la nation chinoise est évidemment lié au retour du Tibet, c'est déjà fait, de Hong Kong, c'est en cours ô combien, et de Taïwan. Et puis, la prise de contrôle, ça a été mentionné, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est quelque chose qu'on suit moins bien ici, la prise de contrôle des mers du Sud et évidemment l'influence chinoise qui gagne dans toute cette région du monde. Il s'agit évidemment donc de recentrer, de recréer une forme d'unité nationale qui n'existait pas forcément, sauf de manière forcée auparavant. Alors, quelles sont les cibles? Et là, ce sont quasiment les mêmes. Quelles sont les cibles de la stratégie mise en œuvre par Vladimir Poutine et Xi Jinping pour parvenir au résultat? Quelles sont les pressions? Sur qui sont exercées les pressions? Je suis désolé, je serai un peu plus long que mon prédécesseur. Vous savez, les diplomates sont toujours trop bavards. La première cible, évidemment, c'est tous ceux qui menacent le pouvoir ou tout simplement ceux qui s'y opposent. Sous n'importe quelle forme, les politiques, les journalistes, les entrepreneurs, les ONG, les associations, d'ailleurs dans le dernier cas, associations ONG, il y en a quasiment plus, ni à Pékin, ni à Moscou, ni ailleurs. Les minorités ethniques, entre guillemets, et nationales dans leur propre pays, les représentants des États étrangers hostiles, entre guillemets, ou les représentants de leurs intérêts, les médias internationaux, les réseaux sociaux. Et puis des ennemis externes, évidemment, les États et les organisations occidentales, au premier rang desquels les États-Unis, l'Europe et l'OTAN, l'Europe surtout pour les Russes. La Russie aimerait voir la fin de l'Union européenne. C'est quelque chose que fondamentalement elle n'accepte pas, ne serait-ce que parce que, contrairement au récit russe, elle voit bien tous les jours que l'Union européenne attire. Et moi, je n'ai jamais parlé d'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Je parle d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Parce que c'est un choix des Ukrainiens de venir vers l'Union européenne. Ça, évidemment, c'est inacceptable pour le pouvoir russe. Et donc, clairement, Moscou espère la disparition de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas, de mon point de vue, de la Chine de Xi Jinping, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que le grand marché est essentiel à l'économie chinoise. Et j'en profite pour incidemment mentionner quand même que l'Union européenne, alors avant la Deuxième Guerre d'Ukraine évidemment, était le premier partenaire économique et commercial et de la Russie et de la Chine, comme d'ailleurs des États-Unis si je ne me trompe pas. Et donc pour les Chinois, il s'agit d'affaiblir
L'Union européenne, on l'a vu à travers la tentative dite des 16+1, puis des 17+1, puis maintenant on en est à 17-3 ou 4, je ne sais plus très bien. Enfin, il n'y a plus que la Hongrie, en gros, soyons clairs, pour essayer d'affaiblir l'Union européenne, mais certainement pas la faire disparaître. D'autres ennemis, si je puis dire, c'est plutôt, ce sont les minorités nationales agissantes. Pensez aux minorités nationalistes dans le Caucase, s'agissant des Russes. Et puis là, pour le coup, ils sont pas alliés, ils sont plutôt concurrents qu'autre chose. La stratégie d'influence de Moscou et de Pékin se télescope en Asie centrale, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas seulement sur le plan économique. Je pense que les Russes sont absolument furieux du terrain que gagnent petit à petit les Chinois au Kazakhstan, au Tadjikistan, pas au Tadjikistan, le stan qui produit du gaz et du pétrole, pardon, ça, au Turkménistan, etc., etc. Alors, il y a aussi, et ça c'est un point commun, mais c'est plutôt vrai pour les Chinois que pour les Russes, il s'agit d'agir sur les communautés expatriées. C'est quelque chose d'extrêmement important. Surtout en Europe, les communautés expatriées en Europe. Il faut les contrôler. On essaie de les contrôler en manipulant les familles, vous le savez. Moi, j'ai été ambassadeur dans 2 ambassades où des collaborateurs de nationalité russe ou chinois étaient invités à boire un thé par des gentils messieurs tout habillés de noir qui leur donnaient des nouvelles de leur famille, restées au village, et leur parlaient de l'avenir de leur famille. C'est la réalité quotidienne des gens qui travaillent dans les ambassades, mais c'est la réalité quotidienne aussi de beaucoup d'expatriés en France ou ailleurs. Les communautés sont infiltrées. Alors elles le sont d'autant plus, et vous le savez, pour la France c'est un sacré problème, puisque nous avons la chance extraordinaire dans la zone des 3 frontières franco-luxembourgo-allemandes d'avoir les représentants des minorités tchétchènes et ouïghours en Europe, ce qui évidemment nous met particulièrement dans le viseur des Russes et des Chinois. Je ne rentrerai pas dans le détail de la façon dont ils interviennent. Une autre cible évidemment à l'étranger, ce sont les États du Sud structurellement faibles du point de vue de l'État, et aux élites qui sont sensibles, disons les choses clairement, à la corruption. Pensez à ce qui se passe notamment dans certains pays du Sahel. Et puis enfin les États du Nord comme du Sud qui disposent de matières premières, de terres rares, de terres arables. Les Chinois achètent des terres pour produire. Vous savez que la Chine n'est pas autosuffisante, ni de manière alimentaire, ni en viande, ni en céréales. La Chine se nourrit en important. Et d'ailleurs, quand j'entendais ce matin l'histoire des représailles sur le porc que les Chinois veulent imposer aux Européens, je ne sais pas très bien comment il va se passer, parce que vu l'importance de la viande de porc en Chine, et l'incapacité de la Chine, enfin la difficulté de la Chine à s'auto-nourrir, ça va être un sacré problème. Bon, la recherche aussi de ressources technologiques, bien sûr, j'y reviendrai. Et là encore, l'Afrique est un terrain de choix pour les Russes et les Chinois, et là encore, ils sont en concurrence. Et ils ne cèdent pas. Et ils ne s'aiment pas. Ça me paraît clair. La mise au pas, enfin, de l'étranger proche est évidemment une obsession pour les dirigeants russes et chinois. Je ne vais pas revenir sur la doctrine Brejnev. Enfin, tout ce qui s'est passé, souvenez-vous, au Caucase, le refus de quitter la Transnistrie, l'annexion de fait de l'Ossétie du Sud. L'Abkhazie, c'est pas l'annexion de fait parce que les Abkhazes ont foutu dehors les Russes, mais enfin bon, ils sont plus géorgiens. Et puis les 2 guerres en Crimée. C'est à moi, à Moscou, de décider de votre sort. La volonté de récupérer les territoires perdus pour la Chine, j'en ai déjà parlé, mais on pourrait aussi parler donc de l'ensemble de la politique en mer de Chine méridionale, mais aussi des guerres qui se déroulent, qui continuent, des guerres, des passes d'armes, qui continuent tous les jours dans l'Himalaya, où la Chine continue à essayer de grappiller ici une vallée, ici un col, etc. Troisièmement, et c'est plus important, les organisations internationales, l'ordre international, ça a déjà été évoqué un peu par Jean Sylvestre. Pour la Russie, mon analyse, c'est que il s'agit surtout d'obtenir que rien ne change. Dans une organisation du monde qui, au fond, satisfait Moscou, parce que ce qui compte, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, que les Russes ont le droit de veto, ils n'hésitent pas à s'en servir, et que tout est bien tant que ça ne change pas. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils sont évidemment
comme les États-Unis et la Chine, bien sûr, contre toute réforme des Nations Unies, quoi qu'ils en disent, et en tout cas contre toute réforme du Conseil de sécurité. Pour le reste, on peut pas dire que les Russes soient particulièrement actifs dans le système des Nations Unies. C'est tout le contraire pour les Chinois, ça ne vous a pas échappé. La Russie joue un rôle modeste mais actif dans toute une série d'organisations internationales et régionales. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais enfin je rappelle qu'avant les sanctions, elle était candidate et en négociation pour son adhésion à l'OCDE par exemple et à l'Agence internationale pour l'énergie, ce qui en dit long quand même sur l'envie de la Russie de participer. Elle était membre du G8 bien sûr, et donc c'est très important, autant sur le plan politique, il faut que rien ne change, et autant sur le plan économique, il faut que la Russie puisse jouer son rôle. Elle est membre bien sûr de l'OPEP, et puis elle travaille beaucoup aussi dans deux organisations qui marchent ou qui marchent pas, comme vous le savez. Il y en a une troisième qui marche pas du tout, c'est l'Union eurasiatique, qu'elle a essayé de créer sur le modèle de l'Union européenne, mais l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et les BRICS, on y reviendra. Pour les Chinois, l'objectif n'est pas du tout que rien ne change. Pour les Chinois, l'objectif est que tout change. Là encore, c'est une grosse différence, de mon point de vue, en matière internationale entre la Chine et la Russie. Sous couvert d'un langage lénifiant, vous savez, ceinture et route, le dessein commun de l'humanité, etc., etc., la réalité, le win-win, le sud global, la réalité, c'est que les Chinois ne veulent plus de cet ordre international. L'initiative ceinture et route, ceinture maritime et route, non, ceinture terrestre et route maritime, j'ai jamais compris pourquoi, mais enfin c'est comme ça, ne vise qu'à une chose, c'est à créer un réseau d'organisations internationales de fait contrôlé par la Chine. Quand j'ai quitté la Chine, je crois qu'il y a quelques années, on en était déjà à 150. Dans tous les secteurs d'action des Nations Unies, il y a une organisation ceinture et route, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, nous, que les Chinois ne veulent pas parce que les routes de la soie, c'était dans les deux sens et évidemment, c'est pas ce qu'ils souhaitent. C'est le contraire de ce qu'ils affirment sur le renforcement des Nations Unies. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est du multibilatéralisme. Pour les Chinois, le monde est simple, c'est une bicyclette. Il y a deux roues. Il y a une roue avec les États-Unis au centre et tous les petits pays qui doivent s'aligner derrière, et puis il y a une roue chinoise. Et excusez-moi de vous le dire, il n'y a pas de place pour la Russie là-dedans. On ne sait pas où elle est, d'ailleurs ils s'en moquent. Et personne ne vous en parle jamais quand on parle de BRI. D'ailleurs, les Russes ne sont pas membres de l'initiative ceinture et route. C'est très important de le savoir. Comme l'Union européenne, ils ont refusé de signer le fameux mémorandum financier d'adhésion à ceinture et route. Donc, créer un monde multibilatéral, pourquoi? Parce que dans les faits, la Russie et la Chine sont concurrents sur un point fondamental. L'ordre du monde, vu par Moscou et par Pékin, a un point commun. Il s'articule autour de deux puissances qui dirigent le monde. Comme au bon vieux temps de la guerre froide, il est facile d'imaginer ce que Vladimir Poutine pense devoir être le deuxième pays. C'est lui. C'est le retour à la guerre froide que cherche Vladimir Poutine, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Parce que c'est le moment où les Russes et les Américains décidaient de tout. Surtout pour les autres. Mais là, passez-moi cette expression un peu vulgaire, là non plus, ça va pas le faire. Parce que les Chinois, ils ont la même idée. Nous sommes la deuxième économie du monde, nous allons devenir la première économie du monde, en tout cas c'est l'objectif. Et donc, comme je l'ai dit, la deuxième roue de la bicyclette, c'est nous. Et nous, c'est nous avec qui? C'est pas avec les Russes, c'est avec les Américains. Parce que c'est votre adversaire qui vous décerne le brevet de puissance. Tu es mon ennemi stratégique, donc je te reconnais la puissance. Et donc c'est avec toi que je vais faire un deal. Donc quand on dit aux Chinois que ce sont des rivales stratégiques, ça n'est pas nécessairement fait pour leur déplaire. Et d'ailleurs, c'était quand même extraordinaire, on en parlait au déjeuner. Regardez les espoirs mis et par Vladimir Poutine et par Xi Jinping, il y a quelques années, dans l'élection de Donald Trump. Ils avaient enfin un dirigeant américain avec qui on allait de nouveau pouvoir causer de créer des rapports de puissance. Ils ont été déçus tous les deux, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Bien. Juste un mot sur le Sud global. Moi, je ne crois pas que le Sud global existe. Ça a été dit d'ailleurs par Jean Sylvestre. C'est un concept qui a été revitalisé par les Chinois. Vous savez, autrefois, aux Nations Unies, on disait le groupe des 77 et la Chine. Quand on dit le Sud global, ça a l'air de dire qu'il y a un Sud organisé. Il y a un leader naturel, évidemment, qui est la Chine. C'est pour ça que la Chine adore ce concept, que les Russes, effectivement, n'utilisent pas. En tout cas, pas de réforme des Nations Unies. Pardon, je vais essayer d'aller plus vite. Des tentatives pour élargir les groupes de coopération économique comme les BRICS ou l'OCS,
mais qui en fait n'ont pas réussi leur mutation politique. Pourquoi? Parce que, comme aux Nations Unies, on a élargi. Et quand vous faites rentrer dans l'OCS, en même temps, au hasard, l'Inde et le Pakistan, puis l'Iran, pour signer des déclarations communes, ça devient légèrement plus difficile. Et quant aux BRICS, vous avez tous en tête la déclaration du président, quoi qu'on en pense, argentin, disant « mais qu'est-ce que c'est que cette blague des BRICS élargis ?» Tout le monde connaît les difficultés entre l'Inde et la Chine, entre l'Argentine et le Brésil. J'ai pas besoin de continuer l'énumération. Transformer une organisation économique en organisation politique, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Donc avant de dire il y a un Sud global et il y a des institutions que sont les BRICS et l'OCS, moi je demande à voir, et sur le plan concret, on voit très bien ce qui se passe. De mon point de vue, ce qui se passe, c'est que ça sert et ça marche très bien, et tant mieux sur le plan économique, c'est la multiplication de partenariats variables dans le temps. Alors, je sais que c'est pas une appréciation que beaucoup de gens partagent. Moi, je pense en effet, pour faire un jeu de mots, que le monde est flou. Et qu'il va le rester. Il y aura toujours 3 puissances dont le rapport sera compliqué en fonction de tout ce qu'on vient de dire. Et les autres signeront des partenariats et des accords variables en fonction des sujets, en fonction de la géographie, en fonction du moment. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est très juste. À un moment, il y aura un accord entre le Brésil et la Chine pour tel ou tel sujet, et à d'autres moments, il n'y aura pas d'accord du tout. Et il va falloir s'habituer à ça, et c'est pour ça, je pense aussi, d'ailleurs, by the way, que la réponse, elle est évidemment multilatérale, et que c'est la chance de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est la chance d'ailleurs de l'Union européenne, qui est une puissance en émergence, mais qui n'est pas hégémonique. Je sais qu'il va falloir que je m'arrête, il faudrait que je parle quand même de un mot quand même pour dire que les outils utilisés vont depuis la manipulation de l'information sur Internet jusqu'à l'agression militaire en Ukraine. Voilà. Et puis j'aurais voulu dire un mot quand même sur ce qu'on appelle élégamment dans certains cercles les idiots utiles. Ne jamais oublier que ces deux puissances ont un moyen de pression et d'action extrêmement important dans les démocraties politiques, qui sont leurs réseaux de soutien. Soutien de conviction, soutien d'intérêts financiers, soutien de méconnaissance du pays, d'incompréhension. Je ne sais pas, c'est sûrement extrêmement plaisant de voyager en première classe et d'être logé dans un hôtel 5 étoiles à Pékin. Il y a des gens qui y sont sensibles. Je pense que la culture de sécurité dans nos pays démocratiques est évidemment plus facile à percer. En tout cas, il faut jamais oublier le rôle de ces réseaux, et je n'ai pas besoin de parler de l'infiltration, des laboratoires de recherche, des universités, des entreprises, etc., etc. Pardon, ça a l'air un peu décousu parce que j'ai fait sauter toute ma... Ah non, c'était très riche et logique et franchement fascinant, et ça complétait très bien le propos de Jean Sylvestre après Le pire est à venir, le monde est flou. À vous, Cédric Merle, qui avez choisi pour intituler de votre propos liminaire La civilisation écologique chinoise sur la scène mondiale, cheval de Troie idéologique du Parti communiste chinois, point d'interrogation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un remerciement pour l'invitation à ce panel, et en particulier à Philippe Delara, que j'ai la chance d'avoir comme directeur de thèse dans ses travaux consacrés à la Chine et à son modèle d'écologie autoritaire. Je voudrais commencer par une anecdote qui va vous éclairer sur ce qu'est la finance durable. C'était en 2020, dans les locaux au Luxembourg de la banque ICBC, donc l'une des plus grandes banques chinoise est l'une des plus grandes banques au monde, et dans la salle d'attente, outre quelques brochures, il y avait 2 ouvrages reprenant les discours de Xi Jinping, et notamment de sa pensée sur la civilisation écologique. Et j'avais trouvé ça assez cocasse que dans la salle d'attente d'une banque, on retrouve les discours du dirigeant, et ça montre l'influence et le poids de cette pensée, y compris en Europe, dans une institution qui, en l'occurrence, tente de lever de la dette auprès d'investisseurs occidentaux dans des obligations dites vertes. Et une seconde anecdote, probablement passée inaperçue, c'était en 2013 à Nairobi, un conseil d'administration du programme des Nations Unies pour l'environnement, et c'est la première fois que une référence à la civilisation écologique chinoise est inscrite. Elle avait beaucoup
interrogée à l'époque, et elle était présentée comme la version chinoise du développement durable, adaptée à ses spécificités. Ces deux anecdotes pour partager avec vous cette problématique. Il ne s'agit pas de la Chine, il s'agit du Parti communiste chinois, et quel rôle ce concept joue. Donc, par rapport à l'intitulé de la table ronde qui nous a été donnée, donc il y avait 3 notions importantes: l'expansion, méthode et puissance. Donc cette expansion, elle est multiple. C'est une expansion en termes de présence, de population Han, territoriale potentiellement dans des formes mixtes, et puis également institutionnelle. La question écologique permet de créer des forums. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit. C'est du bilatéralisme ou du multibilatéralisme, mais on a une création d'institutions un petit peu concurrentes. Mais c'est aussi également une expansion de produits et services présentés comme verts ou durables. S'agissant des méthodes, la Chine fait front de tout bois. Il y a une influence normative, il y a une influence sur l'organisation de certains marchés, et des règles économiques et énergétiques à travers de fortes subventions. Mais c'est aussi, je vais revenir m'appesantir un petit peu dessus, aussi des slogans et un volet de formation des élites. Donc la question écologique, pour moi, elle est instrumentalisée, elle est utilisée par le régime communiste et lui offre des possibilités d'expansion. Et dans une double dimension, à la fois l'atténuation du changement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation à ces risques physiques et à ces conséquences. Donc c'est à la fois pour le Parti communiste chinois un narratif, la crise écologique et son concept de civilisation écologique, mais c'est aussi un alibi qui sert un certain nombre de ses intérêts, mais aussi une nécessité. L'expansion, elle est volontaire, mais elle est aussi contrainte par les circonstances et le contexte chinois. Mais c'est aussi et surtout, et c'est une sorte d'alerte. Cette solution chinoise aux crises environnementales, c'est aussi un mirage et potentiellement une menace. Donc j'en profite pour rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, parce que plusieurs des propos font écho à mon exposé. Donc, la notion de clandestinité, de paranoïa et de désir de se maintenir au pouvoir, elle est absolument essentielle. Mais il y a aussi des opportunités géostratégiques de positionnement de ces produits et ces services, de conquérir des parts de marché. Ça a été mentionné par Emmanuel Véron sur les véhicules électriques, les batteries, les panneaux photovoltaïques. Donc c'est des choses que l'on suit depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années. Donc on a ces marques chinoises en effet de véhicules électriques qui sont très 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 compétitifs. Ça a été mentionné également par Emmanuel Véron sur les enjeux liés à l'eau, à la sécurité hydrique, avec la mention du lac de Baïkal, et les enjeux sur la Sibérie. Donc il y a une contrainte sur les ressources naturelles, et la crise écologique amène aussi à des formes plus ou moins larvées de sécurisation d'approvisionnement, voire de conquête territoriale plus ou moins hybride, sans que l'annexion soit une nécessité. Ouais. Je voudrais aussi beaucoup rebondir sur les propos de Jean-Philippe Béja, qui trouve dans l'exemple écologique vraiment une illustration très 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 forte en termes de survivalisme. Et une des conclusions que j'ai, c'est que il y a peut-être des collapsologues au pouvoir par rapport aux questions environnementales, et en fait ils sont probablement en Chine. Donc ce rapport à l'effondrement, à la stabilité politique, ils trouvent dans la crise environnementale une matérialisation très très forte, et le culte de la personnalité dont a parlé aussi Jean-Philippe Béja, il trouve à s'incarner à travers Xi Jinping, et également les éléments de purge, de corruption, de lutte contre la corruption, notamment des dirigeants qui sont considérés comme défaillants face aux conséquences du changement climatique. Et tout ça s'incarne évidemment en citations que vous avez mentionnées, et l'écologie chinoise dont je vais vous parler un petit peu, c'est pas une écologie top-down, c'est aussi une écologie avec les masses, et il y a une dimension capillaire de surveillance mutuelle qui est très forte, et tout ça tétanise l'appareil de l'État chinois, parce que il y a une forme d'arbitraire et de réduction de l'initiative. Voilà quelques-uns des éléments, et avec mes deux co-intervenants, je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur la fenêtre d'opportunité
la crise écologique, l'importance prise par la question climatique constitue pour le régime chinois une sorte de brèche dans laquelle elle s'engouffre, sinon pour renverser la table, mais en tout cas pour affirmer ses intérêts, ses positions et aussi son modèle civilisationnel. Et on parle en l'occurrence non pas d'un État, mais plutôt d'un État civilisationnel post-occidental. Donc voilà, je voulais rebondir sur ces quelques éléments et Monsieur Ripert sur je pense qu'en termes de Nations Unies, ils ont été en quelque sorte phagocytés aussi par les slogans et la propagande chinoise sur le ciel bleu, sur la civilisation écologique. On a une reprise des éléments de langage par certains dirigeants au sein des Nations Unies et tout ce discours autour de la communauté de destin et du win-win s'incarne à merveille dans la question écologique. Donc c'est d'abord un narratif. Par narratif, j'entends il y a une puissance symbolique dans la question écologique et une puissance idéologique qui est très forte. Donc le concept de civilisation écologique, ça n'est pas la traduction du concept de développement durable occidental. C'est bien plus. Ça charrie des enjeux politiques et culturels qui sont très forts. Et le Parti communiste chinois considère que le modèle qui sera perçu comme vainqueur ou le plus adapté pour résoudre la crise écologique remportera une bataille décisive. Donc la Chine propose une solution aux caractéristiques chinoises à ce que certains appellent l'anthropocène, et le détour qui a été fait dans l'économie de marché, la société industrielle, c'était seulement un intermède, et la Chine offre une solution, une voie au monde dans la résolution des problèmes écologiques. Elle propose une sagesse et une solution aux problèmes de gouvernance du monde. Donc dans tous les forums, dans toutes les discussions sur le rôle de la Chine, la refonte du multilatéralisme, elle insiste sur ses atouts et sur sa capacité à résoudre cette crise environnementale, et tandis qu'elle accuse l'Occident de son incurie, de son incapacité, d'un budget carbone historique, et elle instrumentalise à cet égard la notion de responsabilité commune mais différenciée. À travers la question écologique, elle enrobe son discours sur une ascension pacifique de la Chine, voire salvatrice, puisqu'elle est porteuse de solutions, parce qu'elle est une puissance responsable, elle mérite une attention et un rôle nouveau, et tout ça est incarné dans des slogans. On a parlé de Xi Jinping, de ses citations, et un culte de la personnalité. Ces faits d'armes écologiques, tant en Chine qu'à l'international, sont mis en avant. Sa lutte contre la corruption et les pollutions, ses théories qui sont très nombreuses, théorie des deux montagnes. Et Xi Jinping insiste authentiquement sur la force du discours. Et on a vu certaines expressions typiquement communistes imprégner le discours, être reprises dans des rapports, dans des communiqués, dans des forums. Donc je mentionnais notamment le PNU. On parle de Chine belle, d'harmonie, qui est une notion vraiment de ciel bleu. Et tout ça se retrouve dans la pensée de Xi Jinping à travers les 8 piliers sur la civilisation écologique. Et le 8e pilier de cette théorie, c'est la civilisation écologique est une entreprise mondiale, aux fins d'avènement d'une communauté de destin, et Xi Jinping parle de conquérir les cœurs et les esprits. Donc c'est vraiment essentiel, cette dimension symbolique de communication, d'effort de conviction, et qui se fait certes en interne vis-à-vis de sa population, mais aussi à l'international. Et c'est en l'occurrence ce qu'essayent de faire des acteurs comme ICBC, la banque chinoise dont je vous parlais, qui essaye de redorer l'image environnementale de la Chine, de convaincre qu'elle est vertueuse pour attirer notamment certains investissements. Donc c'est un narratif, mais c'est aussi un alibi. La Chine voit dans la crise écologique et dans la nécessaire adaptation des opportunités géostratégiques. Je vais pas m'appesantir beaucoup sur le soutien à la filière des énergies renouvelables, aux véhicules électriques, c'est très connu, mais elle a voulu façonner un terrain de compétition dans lequel elle pourrait rivaliser avec les entreprises occidentales. Ça lui permet évidemment de digérer ses surcapacités et d'aider à l'internationalisation des entreprises chinoises. Je me souviens de discussions il y a 5 ans avec des investisseurs à Londres qui étaient très sceptiques sur les parts de marché que les constructeurs automobiles chinois allaient pouvoir prendre en Europe, en Amérique du Sud, etc. Ils disaient, mais c'est pas possible, c'est cible, ils n'y arriveront jamais. Ils n'ont pas su le faire malgré toutes les joint ventures sur le thermique. Et on le voit aujourd'hui sur la filière du véhicule électrique. Les constructeurs européens sont probablement déjà trop en retard. Mais c'est aussi un élément de soft power, et c'est quelque chose qui est beaucoup moins commenté sur le volet adaptation. La Chine veut être perçue comme une puissance de secours dans la gestion des catastrophes naturelles causées, aggravées par le changement climatique. Et cela l'aide dans son l'appui dans ses revendications territoriales.
elle se dote d'une sorte de devoir de secourir, d'ingérence en cas d'inondation, de sécheresse, et elle a noué de très nombreux partenariats techniques avec un certain nombre d'États, notamment évidemment en Indo-Pacifique, mais pas exclusivement, et ce qui lui permet même de prépositionner des forces d'intervention. Cette sécurité civile, cette protection civile, elle est aussi exécutée par l'Armée populaire de libération. Donc on a une sorte de militarisation de la lutte contre les dérèglements climatiques, et elle va plus loin. Elle est très influente, notamment au titre des nouvelles routes de la soie, sur l'aspect alerte précoce et les aspects météorologiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit de prévenir, d'alerter les populations en cas d'incident, ou de surveiller étroitement? Et il y a une sorte d'imbroglio entre accompagnement météorologique et immixtion, surveillance. Vous avez tous en tête l'épisode du ballon espion qui a été abattu par les États-Unis. Donc c'est porteur d'un risque et surtout d'un mandat des autorités chinoises extraterritoriales grâce à sa diaspora. Parce que sa diaspora est très présente dans le monde, ça justifie de porter secours et d'intervenir là où des catastrophes naturelles frappent ces pays, et c'est probablement très menaçant. Donc c'est un narratif, un alibi, mais aussi une nécessité. Il y a un rapport aux catastrophes naturelles spécifiques en Chine qui est tiré d'une tradition impériale qui voit dans la survenance d'incidents un retrait possible du mandat du ciel. Donc la dynastie régnante est considérée comme pouvant être renversée lorsque des incidents surviennent, et tout ça crée une sorte de panique écologique qu'on retrouve chez les dirigeants communistes chinois, et en particulier sur Xi Jinping, et notamment autour de la sécurité alimentaire qui a déjà été évoquée, et finalement cette expansion elle résulte de ce sentiment de claustrophobie territoriale qui force la Chine à s'extravertir, à essayer de sécuriser ses approvisionnements pour pourvoir aux besoins alimentaires ou hydriques de sa population. Et donc c'est une forme de débordement de la Chine causé par des règlements climatiques. Et on sait que la Chine est très vulnérable, plus vulnérable que d'autres, notamment à travers les inondations, mais aussi des pertes de rendement agricole qui sont significatifs. Et cette analyse, elle est martelée par Xi Jinping, qui explique que l'essor et la chute des civilisations est très souvent lié à des crises environnementales et à des crises écologiques. Donc c'est très 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 présent chez lui dans son logiciel de pensée. Ce rapport à la crise écologique, c'est aussi un mirage. Ce socialisme aux caractéristiques chinoises, il est présenté comme scientifique. Il y a des injonctions à croire en la science, et en réalité, le bilan environnemental des solutions vertes de la Chine, il est très ambivalent. Lorsqu'on l'analyse en analyse de cycle de vie complet, on voit que la Chine déplace les problèmes écologiques et déplace les émissions de gaz à effet de serre plus qu'elle ne les réduit. Et il y a des mécanismes d'aveuglement qui sont très en phase avec ce qu'on a connu lors du grand bond en avant, d'une sorte de manque de discernement. J'aime souvent citer l'exemple de l'hiver propre, avec la destruction des modes de chauffage dans certaines provinces pour réduire la pollution atmosphérique, plongeant des milliers de foyers dans le froid. Donc il y a une forme d'ignorance de la réalité et également de falsification des chiffres. Ça c'est essentiel. Lorsqu'on couple aux éléments de censure, à la répression, à l'absence de remontée des mauvaises nouvelles, on a un modèle qui est inapte à résoudre la crise écologique, et on a un rapport à la statistique qui est biaisé. Ce qui est essentiel, et je pense que là aussi c'est un mirage, l'urgence écologique fournit un alibi et un droit d'intrusion au sein des entreprises et au sein des foyers, parce qu'il faut mesurer les émissions de gaz à effet de serre. On a une sorte de surveillance ubiquitaire, et lorsqu'on ajoute à ça les logiques de passe-droit, de corruption sur les efforts liés à la décarbonation, ça ne peut pas, selon moi, être une solution aux enjeux écologiques que l'on connaît. Et pour conclure, donc c'est un mirage, mais c'est aussi une menace, parce que face au caractère implacable du changement climatique, il y a une tentative de recherche de boucs émissaires, d'ennemis intérieurs ou extérieurs. On le voit, la dénonciation de l'Occident et de son modèle de développement, c'est une pollution morale, spirituelle, mais aussi environnementale. Et dans l'accumulation des dérèglements climatiques, la responsabilité de l'Occident est de plus en plus invoquée. Et s'ajoute à ça un sentiment, certes de supériorité politique du modèle chinois pour résoudre la crise écologique, mais aussi de supériorité raciale, avec un intellectuel Pan Yu qui invoque beaucoup ces aspects qui peuvent justifier
une sorte de mise sous tutelle ou d'assujettissement de certaines régions, et on le voit déjà en Chine. Certaines régions où sont présentes les ethnies minoritaires sont considérées comme des régions à vocation écologique pour subvenir aux besoins de l'ethnie Han. Et cette logique de hiérarchie entre ethnies ou entre races, elle risque de déborder au-delà des frontières chinoises dans une logique de sinisation des minorités et d'expansion Han. Et à ça s'ajoute, et je vais terminer là-dessus, d'un point de vue menace, un régime de responsabilité à vie qui est créé et qui crée une forme d'arbitraire. Tous les fonctionnaires ou les dirigeants sont assujettis à une sorte de reddition des comptes environnementaux, et on a vu se multiplier les confessions télévisées suite à des accidents, à une mauvaise gestion d'une inondation, à une sécheresse, etc. Donc la machine à purger s'alimente de la crise environnementale. Et c'est toujours extrêmement difficile lorsqu'on a une catastrophe industrielle environnementale de démêler les responsabilités. Donc ça fait peser une sorte de chape de plomb sur tous les dirigeants, et ça permet de créer une sorte d'état d'urgence où on fait intervenir l'armée populaire de libération, où on a créé un ministère de la gestion des urgences, notamment environnementales, et finalement la civilisation écologique, elle trouve sa traduction dans le concept de sécurité écologique qui montre la dimension sécuritaire et autoritaire du régime chinois dans son appréhension de la crise écologique. Et donc, pour conclure en deux éléments, verdir l'autoritarisme, c'est probablement le rendre plus redoutable, et on constate en Occident une tentation, y compris au sein des élites, par rapport à la solution chinoise en disant: lorsqu'ils décident de déployer des fermes éoliennes, d'accélérer sur les industries vertes, cela se fait sans heurts et plus rapidement. Je pense qu'il faut résister à cette tentation et se prévenir de toute admiration vis-à-vis de ce modèle de civilisation écologique et de décarbonation. Merci infiniment, Cédric. On l'entend tout de suite, des propos très très riches, et on voit déjà la pensée qui bouge. En tous les cas, de mon côté, j'ai noté à peu près une trentaine de questions. On n'aura évidemment pas le temps, surtout que on a envie d'entendre les vôtres également. Mais allons-y tout de suite, puisque, cher Jean-Sylvestre, votre collègue co-intervenant vous a très diplomatiquement alpagué sur le terme d'alliance. Et est-ce que vous tenez mordicus, j'allais dire, à encore une fois ce champ lexical, celui de l'axe, de l'alliance, ou est-ce que vous entendez ce que vous dit Jean-Maurice sur cette connivence plutôt ponctuelle qui en réalité est une rivalité à peine dissimulée, ou est-ce que ces deux notions finalement peuvent totalement coexister dans votre schéma ? Bah, écoutez, je regrette le dire, mais j'entends ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le fameux axe de connivence, nos sens nous trompent, c'est pas tout à fait ce que l'on dit, etc. Moi, je regarde les processus en cours, je regarde les attentes, les expectatives, les pronostics qui ont été faits il y a 2 ou 3 ans, quand l'opération spéciale a commencé, ce qu'on nous a dit, la manière dont la Chine allait réagir, elle désapprouve tout à fait, ils ne sont pas d'accord, etc. Où en sommes-nous 2 ou 3 ans après? Je remonte le cours du temps, je regarde ce qu'on disait il y a 10 ans, 15 ans, ou même il y a une vingtaine d'années, on peut même remonter jusqu'à Doctrine Primakov. Tout ça, ça semblait des vues de l'esprit, des bricolages idéologiques sans aucune portée. Ce que je constate, c'est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le rapprochement est continu, et à certains moments, ça dépasse certains seuils. Alors qu'ils ne veulent pas parler d'alliance, c'est une chose, pour différentes raisons. J'ai un peu abordé la question rapidement. Pour eux, ils trouvent que c'est un concept trop européen, occidental, westphalien, etc. Alors peut-être que dans leur fort intérieur, les Chinois regardent les Russes comme des tributaires. Peut-être que dans leur fort intérieur, les Russes regardent les Chinois comme des petits hommes jaunes sur lesquels il faut s'appuyer pour déployer sa puissance, revenir en puissance par la suite. Mais si on regarde au-delà du terme que l'on choisit, les faits, il y a bel et bien un ensemble de synergies, un ensemble de forces combinées qui produisent des effets sur le terrain. La Russie, aujourd'hui, ne serait pas capable de continuer son offensive s'il n'y avait pas le soutien chinois. On a passé son temps à nous dire, au cours des dernières années, que ce soutien n'existait pas, qu'il allait disparaître, et que de toute façon, ça comptait pas. C'est un peu l'argument du chaudron chez Freud. Le fait est que ce soutien, il est là. Et au fur et à mesure que les informations s'élargissent, au fur et à mesure qu'on apprend plus, eh bien, on découvre que ce soutien,
il est même beaucoup plus profond qu'on ne le disait il y a 2 ou 3 ans. Que c'est pas simplement, parce que déjà c'est énorme, les achats de pétrole, de gaz, etc. Finalement, ça s'est substitué aux achats occidentaux et ça permet d'alimenter les ressources financières de la Russie. Mais alors après, il y a les composants électroniques qui rentrent dans la composition donc des armes russes. Il y a les composants électroniques qui sont exportés vers l'Iran et puis qui reviennent vers la Russie à travers les Shahed. Il y a les machines-outils qui permettent de nourrir, si je puis dire, l'industrie d'armement russe. Aujourd'hui, on commence à apprendre qu'il y aurait même des drones entiers qui auraient été exportés depuis la Chine vers la Russie. C'est énorme, c'est énorme. Mais on dit non, mais ça finalement c'est pas important. Ce qui était exclu il y a 2 ou 3 ans, non, ça n'arrivera jamais. Une fois que l'on constate, non, faut relativiser. On tombe quand même dans le schéma postmoderne à force de pas vouloir nommer les choses. Alors peut-être par habileté diplomatique, mais c'est 2 exercices différents. Quand on analyse la chose en profondeur, il faut quand même mettre des noms sur les choses. Et c'est à ça que je me reporte. Et alors après, c'est une expectative. On peut pas prouver un fait qui n'est pas encore advenu. Je suis bien d'accord. Donc nous pouvons tous les deux, multiplier les arguments pour alimenter notre propre thèse. Mais pour moi, c'est évident que demain, après-demain, après-après-demain, les rapports seront encore plus étroits entre les Chinois et les Russes. Et puis alors du côté russe, cette idée selon laquelle fondamentalement les dirigeants russes seraient conservateurs, chercheraient à maintenir l'ordre des choses, ça je le vois pas du tout. Pas du tout dans les rhétoriques, pas du tout dans les représentations. Et d'ailleurs, c'est la grande erreur qui est commise par certains conservateurs européens, occidentaux, dont je suis d'ailleurs. Le think tank, l'Institut Thomas More est un think tank libéral conservateur, et je regrette que certains conservateurs fassent cette erreur. Ils veulent voir, certains en tout cas, veulent voir dans Poutine ce que l'on appelle dans la Bible de Luther un Hofhalter, une sorte de puissance qui empêcherait le chaos de continuer à se répandre, alors que ça n'est pas un Hofhalter, c'est un Hofbrecher. Il cherche la percée. Il veut véritablement tournebouler les choses. Il veut renverser l'ordre du monde. Il passe notre temps à nous le dire et le redire. Alors bien sûr, on peut toujours dire, argumenter, mais oui, ils le disent, mais c'est pas vrai. Et puis c'est tout. Et ce qui me frappe dans le discours officiel russe, c'est la concordance, l'effet de résonance avec l'eurasisme. Et quand il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, on parlait de l'eurasisme, ou même il y a encore peu, quand on parlait avec certains diplomates, pas vous, de l'eurasisme, de la prégnance de l'eurasisme comme représentation du monde, c'est tout juste si on ne voyait pas au nez. Mais non, ça c'est des bizarreries de quelques pseudo-philosophes, idéologues, doctrinaires. Pour moi, c'est le cœur, c'est l'essence de la conception du monde de Poutine. Et il veut véritablement renverser ce monde occidental, dit occidental, qui de fait, en 5 siècles d'histoire, a été très largement formaté par les puissances occidentales, au-delà des conflits qui ont pu les opposer les unes aux autres, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte d'unité géopolitique du monde occidental sous la direction des États-Unis à l'issue de 2 guerres mondiales. On va pas, je crois, trancher ce débat aujourd'hui, même si je pense que vous ne résisterez pas à la tentation d'ajouter un mot, Jean-Maurice, mais j'en profite pour ajouter, moi, une question. Vous avez dit tout à l'heure, concernant, je crois, en pensant peut-être à Vladimir Poutine notamment, qu'il ne faut pas sous-estimer une des dimensions de ce pouvoir hyper centralisé, c'est son désir d'enrichissement personnel. Or, me semble-t-il, il est très difficile de mettre un chiffre sur la valeur exacte de la fortune de Vladimir Poutine, mais ce qui est indéniable, c'est que c'est certainement l'un des hommes les plus riches au monde déjà, si ce n'est le plus riche au monde, et je ne comprends pas comment on concilie de manière intellectuelle ou théorique à la fois un désir d'enrichissement, donc quelque chose de très matérialiste, et l'asservissement de l'Ukraine, un projet, j'allais dire, génocidaire, nihiliste, sacrifice de son peuple, sacrifice d'une grande partie de l'économie dans son pays. Pardon, moi on va pas polémiquer sur les concepts. Moi, je suis pas un intellectuel, donc s'il faut appeler ça une alliance, très bien. Moi, je me contente de voir ce que j'ai vu. Il y a un projet de ceinture et route qui se passe en Russie. C'est le chemin de fer qui va jusqu'à Saint-Pétersbourg. Quand j'étais ambassadeur en Russie, il y a 15 ans, les Chinois avaient déjà promis des dizaines de milliards d'investissements pour doubler le transsibérien, doubler le gazoduc. Rien de tout ça ne s'est produit. Donc, moi, je veux bien m'attacher aux mots, c'est pas un problème. Je continue à penser que les alliances sont de circonstances et que, en l'espèce, les Chinois étaient furieux
de l'initiative russe en Ukraine. D'ailleurs, je me souviens des propos que m'a tenu l'ambassadeur de Chine à Moscou juste avant que je parte, je suis allé le voir. Et je me souviens de ce qu'il m'avait dit sur la guerre en Ukraine. Ils ont dû faire avec la première guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que la Chine, comme vous l'avez dit d'ailleurs très bien, elle a une obsession, c'est la stabilité. La stabilité pour poursuivre ses propres objectifs. Le réveil de l'OTAN, c'est pas une bonne nouvelle pour les Chinois. Et je pense profondément qu'ils pensent que Vladimir Poutine s'est complètement planté, si vous me passez l'expression, en Ukraine. Tout le monde a oublié, mais un des événements fondamentaux de la deuxième invasion en Ukraine, c'est la déclaration de Biden 2 mois après pour dire aux Chinois, attention, si vous essayez de faire la même chose à Taïwan, nous serons là. Il l'a répété d'ailleurs plusieurs mois plus tard. Alors, je le lis simplement comme un signal du fait que je ne crois pas du tout que ça arrange les Chinois, sauf sur un point, et vous avez raison. Ils ont multiplié les accords, c'est-à-dire qu'ils achètent le gaz russe à moitié prix par rapport à ce qu'on le payait. Donc, de ce point de vue-là, ils ont fait une bonne affaire. Moi, je conteste pas le fait qu'ils fassent des affaires, il n'y a aucun problème. En revanche, ils ont un accord fondamental. Alors, je sais pas s'il faut dire alliance ou pas, ça m'est égal. J'ai pas eu le temps d'en parler parce que c'était trop long. C'est que les Russes ont été obligés de rejoindre le combat des Chinois, le deuxième combat des Chinois à l'international, qui était non pas contre l'ordre, je me suis peut-être mal exprimé, mais quand je dis les Russes ne souhaitent pas que les choses changent sur le plan institutionnel, les endroits où les décisions se prennent. Il y a le Conseil de sécurité, il y avait le G8. Pour les Russes, c'était parfait. Voilà, c'est ça que je voulais dire, dire que les choses changent. Oui, ils ont rejoint les Chinois sur un point, c'est qu'ils ont ouvertement, avec les Chinois, décrété que dorénavant, les droits humains ne s'appliquaient plus nulle part. Parce que quand même, faut savoir de quoi on parle. On parle de gens qui ont décidé, vous avez mentionné, ça a été mentionné, j'ai bien aimé, l'écologie aux caractéristiques chinoises. En Chine n'est plus applicable que le droit aux caractéristiques chinoises. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. On veut parler sans doute de la peine de mort, des lieux de détention tenus secrets, des disparitions forcées, etc., etc. Je sais pas si c'est ça, du génocide au Xinjiang, etc. Bien. Là-dessus, c'est clair. Quand les Chinois ont dit dorénavant, ça ne nous concerne plus, les Russes ont dit ça ne nous concerne plus non plus. Ça, là-dessus, il y a eu un regroupement clair. Mais pour moi, c'est typiquement, justement, le signe de ces alliances de circonstances. Le mot est un peu faible. Mais de ces partenariats qui se nouent au fur et à mesure des intérêts des uns et des autres. Croyez-moi, si M. Trump demain vient négocier de la viande, des droits de douane et je ne sais quoi avec les Chinois, vous allez voir la rapidité avec laquelle les Chinois vont négocier avec les Américains. Il faut se souvenir de la façon dont ils se sont ridiculisés lors de la première offensive anti-chinoise de Donald Trump sur les technologies et le commerce. Les Chinois se sont précipités à Washington. Ils se sont pris une claque, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était pas un problème commercial, mais un problème technologique. Bon, mais vous verrez, les alliances se bougeront. Moi, j'ai été surpris d'ailleurs. Donc, je rejoins Jean Sylvestre là-dessus, que les Chinois soient allés aussi loin sur le plan de l'armement. En même temps, je crois me souvenir vaguement qu'après un premier avertissement lancé aux Chinois par un certain nombre de pays, ils ont légèrement reculé. Mais c'est un signe quand même, en effet, c'est nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Moi, je fais pas de théorie postmoderne ou je ne sais quoi, j'ai jamais été décliniste occidental. L'Occident se défendra s'il le veut. Je défends le multilatéralisme. Et donc, je pense que le positionnement des deux, on avisera. Pardon, du coup, j'ai oublié votre question. Alors, je vais y revenir parce que je voudrais donner la parole aussi à Cédric, notamment parce que j'ai été frappé, Cédric, par votre conclusion. Je vous cite, vers dire l'autoritarisme, c'est le rendre plus redoutable. Et tout de suite, pour moi, ça appelle une question. Comment, nous, démocratie occidentale, doit-on résister à cela? Parce que, me semble-t-il, la Chine est une sorte de pharmacone, c'est-à-dire qu'elle est à la fois poison et solution. C'est-à-dire que c'est le pays qui est le plus émetteur, donc on a besoin de lui dans les instances. On a besoin qu'il s'associe à ces efforts. Donc vous préconisez quoi? Son exclusion, ou alors de trouver des manières de le ramener, j'allais dire, de notre côté dans ce champ-là? Qu'est-ce que vous conseillez? Quiconque s'intéresse à la lutte contre le changement climatique doit s'intéresser à la Chine de par son poids démographique, de par son poids dans les émissions, et il n'y a pas de découplage climatique qui soit possible. Donc en effet, il n'y aura pas de trajectoire, limitation à 2 degrés, à 2,5 degrés si la Chine se décarbone pas. La Chine a amorcé une transition. Elle a
abaissé les coûts, soutenu les technologies vertes, c'est quelque chose qui est indéniable. Ces technologies vertes ont des bénéfices qui sont ambivalents en raison du verrouillage du carbone, du poids du charbon, etc. Et finalement, la politique énergétique chinoise, elle est tous azimuts. On a du nucléaire, on a encore du charbon, on a du gaz liquéfié, etc. La question, c'est comment on arrive à encourager une décarbonation authentique en Chine et comment on rétablit des conditions de concurrence. L'absence de réciprocité qui a été longtemps commentée, elle porte aussi sur les conditions de production et donc des initiatives comme le mécanisme d'ajustement des carbone aux frontières qui est beaucoup décrié parce que complexe, parce qu'avec des effets d'aubaine, etc. C'est des initiatives qui vont probablement dans le bon sens et une forme de protectionnisme environnemental et d'incitation en Chine, elle paraît essentielle. Ce qui est important, c'est de pas enfermer. Il ne faut pas enfermer la question écologique dans un débat sur l'efficacité. Il ne faut pas sacrifier les libertés civiles, l'espace de délibération sur l'autel de l'urgence climatique. Et le risque, il est là. Il est de dire les réductions de budget carbone, elles sont décidées unilatéralement, elles ne sont pas consenties et donc elles sont brutales, elles créent de la pauvreté, etc. Mais c'est inévitable. Je pense que véritablement il faut tenir à l'état de droit, à la délibération, et que surtout une décarbonation unilatérale imposée, elle ne sera pas pérenne. Le consentement, il est essentiel et surtout, à l'inverse de ce que prétendent certains dirigeants communistes, il y a une sorte de scientisme, de trajectoire, d'ingénierie des systèmes, etc. Et en réalité, la décarbonation, on voit bien qu'elle doit être réajustée en permanence et que le mix de solutions entre le résidentiel, les questions alimentaires, on a besoin d'une intelligence collective, d'un espace de délibération pour la rendre soutenable socialement. Sinon, elle sera repoussée. On aura peut-être des effets de décarbonation et ensuite des reculs en arrière, etc. Donc véritablement, n'enfermons pas la question de la transition sur le débat de l'efficacité et du Parti communiste qui appuie sur le bouton et d'une décarbonation qui se met en branle. Merci Cédric. Jean Sylvestre, pour le coup, c'est moi qui vais être décousu. Je sais que vous avez dit que vous n'êtes pas un spécialiste de la Chine. Et vous avez dit à l'affirmative que la Chine, vous affirmez que la Chine, en réalité, elle a besoin de la Russie. Et qu'en cas de rupture, ce serait pas sans conséquence. Alors qu'on entend très régulièrement qu'il y a une vassalisation de la Russie par la Chine, que Poutine est devenu le jouet de Xi Jinping. Concrètement, si on se projette dans un moment hypothétique et qui n'adviendra peut-être pas, certainement pas selon vous, en cas de rupture, concrètement, quelles seraient les pénalités, j'allais dire, dans plein de domaines différents pour la Chine? Pourquoi dites-vous de manière aussi affirmative que la Chine a besoin de la Russie? Déjà, je reviens rapidement sur le terme de vassalisation. À défaut d'être historien, j'ai une formation d'historien. Et la vassalité, c'est pas ce qu'il y a de plus infamant. Là, on reprend les théories 1789, 1793. L'ancien régime assimilait la féodalité, et la féodalité serait l'abomination des abominations. Dans la féodalité, il y a un équilibre des droits, des devoirs entre le suzerain et le vassal. Et finalement, il n'y a rien de déshonorant dans la vassalité. Alors, je crois pas que c'est en utilisant ce terme déjà inadéquat sur le fond, mais de toute façon, qu'on poussera, les Russes d'une façon ou d'une autre, en piquant leur honneur, à se poser des questions. Ça les amènerait à rompre avec la Chine, et puis une sorte de restauration de puissance nationaliste envers et contre la Chine. Pour moi, c'est complètement hors de propos. Alors ensuite, ça c'est quand je parle du besoin de la Chine à l'égard de la Russie. C'est à la fois à court, moyen et long terme. À court, moyen terme, on peut pas exclure une guerre dans le détroit de Taïwan. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais non, ça n'arrivera jamais parce que les Chinois sont avant tout mercantiles, ils veulent faire du commerce, ils veulent faire du business, etc. En fait, c'est ce qu'on disait sur Poutine dans les années 2000-2010. Mais non, il veut vendre son pétrole, il veut vendre son gaz. Ces gens-là, ce sont des gangsters. Ces gens-là, c'est l'esprit de lucre qui les anime. Et donc, en quelque sorte,
ils manipulent des représentations géopolitiques à caractère nationaliste, impérialiste, pour flouer leur population, pour gagner des soutiens à l'intérieur, mais il va de soi que jamais ils ne rompront à l'Occident et jamais ils risqueraient de mettre en jeu, si vous voulez, ce que ça représente en termes de pactole là, pour regagner du territoire. Hein. Or, c'est le contraire que l'on observe. Hein. Alors pour la Chine, alors là encore, on peut pas prouver un événement qui n'est pas advenu, mais il faut prendre au sérieux la possibilité d'une guerre de la Chine populaire pour reprendre Taïwan. On voit bien que c'est quelque chose de central dans leur vision du monde. Et ils passent leur temps à le marteler. Donc là encore, on peut dire oui, ils le disent, mais c'est pas vrai. Bon, c'est rassurant quelque part, hein. Mais le problème, c'est qu'on tombe dans un discours autoréférentiel. Là, c'est peut-être bon pour notre équilibre mental, pour notre équilibre psychologique, mais on risque quand même un retour de bâton particulièrement brutal. Hein. Alors après, on peut toujours spéculer sur les dates 2026, 2027, etc. Mais enfin, ce que l'on voit, c'est que les tensions sont croissantes en mer de Chine méridionale. Les tensions sont croissantes dans le détroit de Taïwan. Là encore, quand on regarde des choses sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, on voit comment ça s'est dégradé. Et presque tous les jours, l'armée populaire de libération, le pouvoir chinois, joue la provocation, teste les limites de l'alliance entre les États-Unis, par exemple, et les Philippines, pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils sont déjà allés très loin. Je vous rappelle que Xi Jinping avait promis à Obama, je sais plus, ça devait être 2012 ou 2013, que jamais il n'allait militariser, jamais il n'allait bétonner la mer de Chine méridionale. Il l'a fait. Hein. Et après, so what, hein, il a bel et bien avancé. Hein. Et donc, moi, je me place dans cette perspective. Je pense que les dirigeants chinois n'excluent pas du tout de faire la guerre pour récupérer Taïwan. Un blocage ne suffirait pas. L'asphyxie économique ne suffirait pas. Tout ça, c'est préparatoire. Dans une grande stratégie, il y a un volet économique, géoéconomique, mais bon, il y a quand même bien un moment où la force armée, elle entre en jeu. C'est comme dans toute guerre, d'ailleurs. L'économie de guerre, c'est important, mais l'économie de guerre, elle est là pour réaliser les conditions matérielles de la victoire. En dernier instant, ça se joue quand même sur les champs de bataille avec des hommes qui combattent. Donc ça, je ne l'exclus pas du tout. Je pense que de ce fait, les dirigeants chinois ne l'excluent pas du tout. De toute façon, c'est ce qu'ils disent et redisent sur tous les tons. Alors de temps en temps, ils déplacent une virgule, ils enlèvent un mot, et alors tout de suite, on fait des surinterprétations. Vous avez vu, pas du tout. La position est en train de changer. Il y a un basculement qui est en train de se faire. Non, ils jouent avec nous, à mon sens. Les think tanks chinois, qui sont tous sous le contrôle direct ou indirect du parti-État, à certains moments, ils font des offensives de charme vis-à-vis des Occidentaux. Ils nous expliquent que les dirigeants chinois sont très colères à l'égard de ce que les Russes ont fait, ils soutiennent pas du tout, et puis nous on surinterprète. Mais ça c'est de la tactique, c'est pas la ligne stratégique, et c'est pas les objectifs politiques de fond. Alors dans cette perspective d'une grande épreuve de force directe militaire, la Russie et la Chine finalement sont alliés dans une sorte de dos à dos. Vous avez la Russie qui s'adosse à la Chine pour sa grande entreprise géopolitique à l'ouest, et ses griefs géopolitiques sont à l'ouest et non pas à l'est, parce que là aussi pendant 10 ou 15 ans, 20 ans, j'aurais entendu des tas de théories selon lesquelles les Chinois vont se jeter sur l'extrême-orient russe, la Sibérie, les Russes sont effrayés, on est à 2 doigts d'une guerre, ils vont... Bon, non, il n'y a pas de griefs géopolitiques fondamentaux entre les Russes et les Chinois. Les griefs géopolitiques de la Russie sont à l'ouest, c'est tout ce qu'ils ont perdu de toute façon avec la dislocation de l'URSS, ce sont des territoires qui sont situés à l'ouest de la Russie d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des États baltes, de la Moldavie, de l'Ukraine, sans parler par ailleurs des États qui avaient été satellisés après 1945. Et donc la logique des Russes, c'est de s'adosser sur les Chinois pour pouvoir développer leur politique de puissance, leur marque politique à l'Ouest. Et puis la logique des Chinois, dans la perspective d'une possible guerre, c'est de s'appuyer sur la Russie. Et à cet égard, les approvisionnements énergétiques en gaz, en pétrole, russes sont extrêmement importants. Dans les années 2000, on parlait beaucoup du dilemme de Malacca. 75-80% du pétrole importé par la Chine passe par le détroit de Malacca. Tout ça, c'est sous le contrôle. Donc, c'est le point de bascule entre l'océan Indien et puis le Pacifique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique. Et donc, il y avait l'idée selon laquelle les Américains, s'ils le voulaient avec leur flotte, ils pouvaient du jour au lendemain couper les routes d'approvisionnement en pétrole et en gaz de la Chine. Ça a été pris extrêmement au sérieux par la Chine. Et déjà, ne serait-ce
parce qu'à travers ces accords énergétiques, c'est des accords gaziers, ça leur donne quand même beaucoup plus ça de marge d'autonomie en temps de paix. Hein. Et alors, même si, alors bien sûr, après, il y a des relations de business entre les uns et les autres. Enfin, vous savez, quand vous plongez dans les archives sur les rapports entre Churchill, là, d'une part, à Roosevelt, d'autre part, sans parler de Staline au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on peut trouver des tas d'arguments pour expliquer que cette grande alliance, elle n'existait pas. Cette grande alliance a été cimentée par un ennemi commun, c'était l'Allemagne. Le fait est que quand l'Allemagne a été mise à bas, après, les forces de divergence l'ont emporté sur les forces de convergence, mais elle existait bel et bien. Ça n'empêche pas des tas de désaccords, des tas de désagréments, des coups tordus entre les alliés. Mais ça, c'est au niveau tactique. Il faut avoir à l'esprit ce qu'on appelle les pyramides stratégiques. Vous avez la base tactique, vous avez le stratégique, entre deux, les militaires distinguent ce qu'on appelle l'opératif, et puis au sommet, vous avez le politique. Et moi, au-dessus de la pyramide stratégique, je mettrais une bulle qui correspondrait au métapolitique, la vision du monde. Et là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont partagées entre Russes et Chinois. Alors après, au-delà, il y a cette vision chinoise d'un ordre post-occidental. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas le faire uniquement par eux-mêmes. Ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de la Russie. La Russie, elle conserve quand même un certain nombre d'outils d'influence de par la planète. D'ailleurs, c'est toute la question du Sud global, c'est ça. Il y a personne qui a dit que le Sud global était un grand acteur géostratégique, global, unifié, qui pensait, agissait comme un seul homme. C'est un champ de manœuvre pour la Russie, c'est un champ de manœuvre, même si elle parle de majorité mondiale, elle, c'est un champ de manœuvre pour la Chine. C'est ce qu'on appelle une idée force, un mythe au sens sorélien du terme. Il s'agit de mobiliser les uns, les autres, d'essayer d'écarter les Occidentaux. Bien sûr que tout ça, c'est hétérogène, comme l'était le tiers-monde autrefois. La question, c'est de savoir si cette idée, elle a une force et elle produit des effets. Et entre tous ces pays qui, par ailleurs, peuvent avoir de multiples divergences, il y a quand même un certain nombre de points communs. Une hostilité de principe à l'Occident qui revient systématiquement. Dès qu'on tape sur l'Occident, ça marche toujours. D'où une certaine faveur à l'égard de la Russie. C'est pas par amour de la Russie, mais par opposition à l'Occident. Et les Russes, c'est des gens qui, même s'ils ont des difficultés, ils arrivent à remporter quand même un certain nombre de succès sur le terrain. Ils tiennent bon, ils tiennent la dragée haute aux Occidentaux, aux Américains, à l'OTAN, etc. Donc, c'est quelque chose qui marche. Je termine rapidement. Et puis d'autre part, est-ce que ces pays du Sud global partagent aussi en commun, c'est une certaine fierté d'être conviés à la table de l'empereur de Chine. Et ça, déjà, ça permet aux diplomaties russes et chinoises de manœuvrer dans cet espace et d'essayer d'affaiblir les positions des Occidentaux. Mais je ne réifie pas, comme on dit savamment, le concept de Sud global. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle avant que les questions ne se manifestent. Peut-être une forme de synthèse en disant que, à mon sens, peut-être que ce qui nous effraie, c'est justement le spectre de devoir correctement nommer ce qui est face à nous, à savoir une alliance ou un axe sino-russe, alors qu'aujourd'hui, nous échouons face à la seule Russie, et que donc c'est aussi de là que proviennent certains arrangements, j'allais dire lexicaux ou langagiers, qui nous évitent d'avoir nommé correctement ce à quoi nous avons face et les choix que cela nous imposerait. Avant de passer à la salle, je crois que j'ai vu des mains se lever. Peut-être qu'on commence par les questions dans la salle. Madame, vous avez une question ? Merci. Je sais pas si ça marche. Je suis Claire Brisset, je suis vice-présidente de l'Association française pour les Nations Unies, dont Jean-Maurice Ripper est président. C'est juste une question qui n'a pas du tout été abordée. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait que ces deux pays connaissent une crise démographique absolument colossale. Et je voudrais savoir si, à votre avis, c'est vécu comme un affaiblissement de part et d'autre, et donc une fragilisation, ou au contraire, comme finalement une sorte de chance, ne serait-ce qu'au regard des enjeux bio-climatiques et environnementaux. Oui, en fait, la difficulté, c'est que de gérer une transition démographique, en plus d'une transition en termes de positionnement sur la chaîne de valeur, plus une transition énergétique, plus, enfin, l'accumulation des transitions rend l'exercice périlleux. Néanmoins, une population active qui, en effet, se réduit,
peut réduire les besoins et la voracité énergétique en ressources naturelles dont on a parlé. Donc je pense qu'il y a un équilibre savant à trouver. Donc je pense que dans le cas de la Chine, c'est moins préoccupant, même si ça pose des problèmes sur les finances publiques en termes de financement des questions de la dépendance, de protection sociale, etc. Mais ce qui est important, c'est il y a pas dans l'esprit des dirigeants chinois, il n'y a pas de principe d'égalité des nations. Je pense que véritablement c'est totalement de façade, et que la Russie est quand même vue comme un réservoir de ressources naturelles, forestières, en bois, en eau, etc. Je pense que c'est quand même essentiel, et que le maintenir, voire élever les conditions de vie et le niveau de vie de la population chinoise peut se faire au besoin en exploitant ses ressources. Et certes, la Russie vend ses ressources, mais elle les vend à des prix absolument faibles, ça a été mentionné, et surtout elle se crée des dépendances. C'est-à-dire que la Russie se crée des dépendances stratégiques vis-à-vis des débouchés chinois, parce qu'on sait bien qu'il n'y aura pas de débouchés équivalents. Il est peu probable que l'Inde prenne le relais en termes d'importation de commodités naturelles et autres. Jean-Maurice, peut-être je voulais simplement vous suggérer la formule suivante, c'est que Vladimir Poutine comme Xi Jinping ont deux ennemis, la démocratie et la démographie. Lequel est le plus menaçant pour ces deux-là? La démocratie, c'est pour ça que ce sont des régimes autoritaires. Il faut quand même voir de quoi on parle. Sur la démographie, il faut faire attention sur la Chine. Moi, je suis pas un spécialiste comme d'autres gens dans cette salle. Enfin, il faut bien voir, quand on parle de la Chine, on parle des 400 millions de Chinois qui vivent dans la Chine monétarisée. Il en reste 900 millions qui vivent dans des villages où il y a parfois encore ni eau ni électricité. D'ailleurs, d'où la difficulté aussi d'avoir une politique cohérente en matière d'environnement n'a pas été mentionnée, je le signale parce que je pense que c'est important. En Chine, il faut être conscient du fait que la Chine a perdu, je crois, 30% de sa biodiversité depuis 40 ou 50 ans, et que c'est le pays du monde où se concentre le plus la perte de biodiversité, qui d'une part aggrave le phénomène de réchauffement climatique et est une catastrophe pour l'humanité entière. Les dirigeants chinois en sont parfaitement conscient. Mais comme ça a été très bien dit, l'absence de société civile, entre guillemets, au sens où nous l'entendons, de capacité de citoyens, de pouvoirs locaux, d'ONG, d'associations de se mobiliser est un problème. Donc la démographie, la politique de l'enfant unique, comme vous savez, a été supprimée, ça n'a eu quasiment aucun effet. Les Chinois ne font pas plus d'enfants que par le passé, ou très peu, et vous savez bien que démographiquement, l'Inde est passée devant, ce qui en Chine n'est pas totalement sans intérêt dans la réflexion. En Russie, ça fait longtemps. Le problème des Russes, enfin des souvenirs, en tout cas de ce que j'ai vécu et de ce qu'on connaît, mais là, faudrait demander aux spécialistes, c'est la difficulté que ça commence à représenter en matière de formation, de spécialistes, d'experts, de techniciens. Moi, je me souviens de discussions avec des tas de chefs d'entreprise russes qui me disaient, mon problème, c'est que j'ai pas d'ingénieur. Et donc il a fallu essayer de relancer des campagnes de formation dans les universités à un moment où le pouvoir reprenait le contrôle sur les thèses, sur tout ça, et ça devenait extrêmement compliqué. Et pardon, sur la résistance de l'économie russe, je vous pose la même question que je pose à chaque fois, c'est un peu facile. Rappelez-moi la dernière fois que vous avez acheté un produit made in Russia. Si vous n'êtes pas dans le trafic d'armes ou la construction de centrales nucléaires. Je voulais. Allez-y, Cédric. Vas-y, je t'en prie. Très brièvement, au-delà de l'évolution de la population, il y a la question de sa distribution spatiale et géographique, elle est vraiment essentielle. Il y a un enjeu avec une surpopulation sur les zones littorales qui sont très frappées par les conséquences du changement climatique. Il y a un enjeu sur la diaspora, c'est ce qui importe aussi en termes d'influence, d'expansion chinoise, où elle est localisée et est-ce qu'elle peut être un relais d'influence, de puissance, voire justifier son intervention dans quelques cas. Et quelque chose qui est très peu traité, c'est le rapport à la mobilité géographique et aux migrations. On sait que on parle beaucoup de migrants climatiques, etc. La position de la Chine sur cette question des réfugiés d'autres États, mais aussi interne à la Chine, et l'évolution du système de Uyghur, que je connais assez mal, peut-être que d'autres personnes pourront en parler, le changement climatique va vraiment bouleverser ces enjeux de répartition démographique et d'aménagement spatial territorial. Merci. Je crois qu'il y a d'autres questions. Il y en a une là-bas, monsieur, peut-être, au premier rang. Oui, tout à l'heure vous avez parlé des idiots utiles comme une des stratégies d'influence donc de ces puissances autoritaires. Ma question c'est
comment expliquer qu'en France, aussi bien les diplomates que les journalistes nous bassinent à longueur de journée, par exemple pour ce qui se passe à Gaza ou au Liban, en parlant de génocide. Même hier, vous avez parlé de génocide. Je comprends pas. En Normandie, quand il y a eu 20 000 morts après le débarquement, les bombes anglo-américaines, on n'a pas parlé de génocide. Donc pourquoi on parle pas de libération? Je veux dire, le Hamas, c'est quand même l'Iran, c'est quand même une oppression depuis 40 ans. Donc je comprends pas. On peut avoir cette conversation peut-être après cette table ronde qui ne porte pas sur ce sujet. Mais un point sur le génocide, si c'est le fait que je l'ai mentionné à propos du Xinjiang. Moi, je suis président de l'Association française des Nations Unies. J'ai relu tout simplement la Convention internationale sur la prévention du crime de génocide de 1948, à laquelle la Chine est partie. Tout à fait. Non, mais moi, j'ai employé le mot de génocide parce que juridiquement, si vous lisez la Convention, il y a une définition du génocide, il y a des critères, il y en a 5 ou 7, je ne sais plus, et je considère, il faut appeler un chat, qu'il y a génocide, c'est-à-dire volonté d'annihilation d'une population, de son histoire, de sa culture, de sa langue et de sa religion, je crois. Voilà. Pour le reste, c'est aux juristes de qualifier ça, de mon point de vue. Moi, je ne sais pas. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, sauf à déclencher des mécanismes de juridiction internationale. Et personnellement, je me souviens d'avoir écrit avec quelqu'un qui est là et qui est formidable. Dès le début quasiment de la guerre à Gaza, on a écrit un texte pour dire il faut évidemment que la Cour pénale internationale intervienne contre l'ensemble des personnes qui commettent à titre personnel des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ça rentrait dans la définition, ça concernait les autorités israéliennes, les militaires, les gens du Hamas, les gens du Hezbollah, les Iraniens, tous ceux qui commettent des crimes. C'est ça la beauté des Nations Unies, c'est qu'on s'occupe pas de savoir quelle est la couleur de leur passeport. Alors, on va encore une fois, monsieur, on va pas avoir ce débat-là. Un génocide ne se définit jamais par la quantité de morts. Est-ce qu'il y a une question qui porte sur le sujet de la table ronde, messieurs, dames? Allez-y, monsieur, je vous en prie. Je voudrais simplement intervenir pour dire que le débat entre monsieur Mongrenier et monsieur Ripert, il me semble qu'il est soluble. C'est-à-dire que ce que dit monsieur Mongrenier, c'est qu'il y a une alliance forte entre Chine et Russie et qu'elle va durer parce que ce qu'ils veulent, c'est tuer la démocratie en dehors de leurs frontières. Et là où monsieur Ripert a peut-être raison, quand ils auront gagné la Chine et la Russie la guerre, à ce moment-là, peut-être il y aura des divergences entre Russie et Chine. Voilà mon point de vue. Attendez, moi je voudrais juste dire un point là-dessus. Je suis d'accord avec toute l'analyse qu'a faite M. Mongrenier, notamment sur le danger que représentent aujourd'hui les menaces chinoises contre Taïwan. Je l'ai écrit, je l'ai dit, il n'y a aucun doute. Je fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut se coucher. Je pense que j'ai montré, en tout cas tous mes engagements, c'est qu'il faut se défendre. Pardon. Mon point à moi uniquement, et c'est pas forcément en contradiction, j'ai peur des qualifications. C'est comme pour le mot génocide. Une fois qu'on a dit génocide, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va au droit. Si on dit qu'il y a une alliance, très bien. Ça veut dire quoi? Moi, mon seul point est de dire, précisément, c'est la défense du multilatéralisme et la défense de l'Union européenne comme puissance en construction bénévolente, non hégémonique, possible interlocuteur de l'ensemble des pays du Nord global, du Sud global ou des agrégés, peu importe, et de dire, effectivement, il faut se réveiller. Ce qui m'inquiète quand on dit que c'est une alliance, ça explique mieux, merci d'avoir posé la question, c'est que comme je connais un peu, pour avoir été diplomate dans une institution que j'ai beaucoup fréquentée quand même, le déclinisme européen, le déclinisme français, et l'anti-américanisme basique, pour ne pas dire primaire, et anti-occidental de nos compatriotes, je répugne toujours à dire qu'il y a un axe sino-russe, parce que sinon on allait leur dire, bon bah c'est foutu, on vous l'avait bien dit, tout ça c'est la faute aux Américains, s'il n'y avait pas l'OTAN, on n'aurait pas ci, on n'aurait pas ça. Donc je me méfie, je préfère décrire les choses comme je les vois, alliance circonstancielle certainement, partenariat avec un S certainement, coopération avec 36 S certainement, effet d'aubaine, évidemment. Mais c'est dans les conclusions en tirées que ça mériterait un troisième débat, parce que c'est ça le vrai sujet. C'est une fois qu'on a dit ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Cédric, moi j'ai une question sans doute très naïve. Vous avez avec beaucoup d'éloquence décrit ce qui me paraît être presque, alors c'est très très sommaire de ma part et c'est un anglicisme, une sorte de Chinese way of life, par opposition à l'American way of life. Est-ce que, selon vous, le pouvoir chinois, dans sa volonté d'expansion, souhaite que nous adoptions
une Chinese way of life ou alors pas du tout? Est-ce que les méthodes justement au service de cette expansion sont très différentes de ce qu'on a pu constater de la part d'autres grandes puissances par le passé? On a une abondance idéologique, sémantique en termes de slogans sur la civilisation écologique qui charrie une forme de supériorité raciale, etc. Mais dans ces cas d'application très précis, c'est assez flou, c'est assez malléable, et c'est peut-être ce qui donne aussi sa force au concept. Et surtout, cette écologie aux caractéristiques chinoises, elle a aussi pour caractéristique de s'affranchir des faits et de voir dans toute catastrophe environnementale la justification de la mainmise du parti, c'est-à-dire ça fonctionne pas, il faut aller plus loin dans le contrôle, l'immixtion, etc. Donc est-ce qu'elle va imposer des modes d'écologie, si ce n'est une forme de verticalité, d'autoritarisme, mais aussi de recours aux technologies? Il y a aussi un aspect qui est essentiel. Donc j'ai parlé du Chinese Communist Green Way of Life. En termes d'attractivité du modèle et de pouvoir de séduction, c'est encore quand même assez ambivalent. C'est plutôt la gouvernance, l'absence de délibération, la verticalité, plutôt que une écologie en pratique, en mouvement. Vous avez employé un terme, et vous n'êtes pas le seul, je crois que Jean-Maurice aussi, peut-être Jean Sylvestre, le terme racial. Est-ce que la dimension raciale pour ces pouvoirs, qu'ils soient russes ou chinois ou racialistes, elle est importante? Jean Sylvestre, peut-être, est-ce que c'est un instrument important? Du côté chinois, pour autant que je connaisse la chose, le nationalisme Han, la question des origines, etc., c'est quand même important. Et alors c'est tout autre chose, mais enfin quand même tout se tient, tout est lié. Dans les différents débats à propos des origines de l'espèce humaine, là, généralement, les savants chinois sont plutôt polygéniques que monogéniques. Bref, ils croient pas à Adam et Ève, si vous voulez, un couple originel qui sera à l'origine donc de toute l'espèce humaine. Ils privilégient des modèles polycentriques parce que ça correspond à un certain nombre de choses chez eux, le mythe de l'empereur jaune, etc. Il suffit de penser à l'émoi que la découverte de ce qu'on appelait les momies blanches du Taklamakan, de l'âge du bronze, avait suscité en Chine, parce que il y avait l'hypothèse selon laquelle des peuples indo-européens se seraient enfoncés jusque dans ce qui est le Xinjiang aujourd'hui, auraient peut-être même introduit le char de combat, la roue, le fer, etc. Enfin, le bronze à l'époque. Donc, ça me semble quand même important dans leur vue du monde. Pour la Russie, je suis peut-être un peu plus sceptique, parce que oui, il y a cette logique impériale, et l'empire, il est cosmopolite, finalement pas par essence. Ça revient à agréger de multiples peuples. Nécessairement, il faut trouver des points d'équilibre entre les différents peuples. Et en tout cas, ça peut pas, même s'il y a une pensée de type ethnique ou de type racial, on sait plus quel mot utiliser aujourd'hui. En tout cas, ça débouche pas forcément sur une forme de volonté de suprématie pure et simple. On coopte les élites dans les différentes ethnies en fonction de ce qu'elles peuvent apporter. Ça fait partie de l'essence même d'un empire, pas spécifiquement russe. Je pense à l'empire romain, je pense à d'autres empires traditionnels. Donc que ça soit qui résonne en termes à l'occasion ethnique, que les différences ethniques soient prises en compte, oui, certainement, parce que de toute façon, pour fonctionner de cette manière, il faut quand même nommer les choses. Il faut partir du principe que les êtres, les individus sont pas des unités interchangeables qui pourraient être purement et simplement substituées les unes aux autres, mais un mode de pensée racial au sens où vous le dites, je suis un peu plus... Alors, il faudrait peut-être faire une distinction entre racialisme et racisme, mais enfin, ça nous emmènerait un peu loin tout ça. Non, je pensais à dans les textes, je crois que vous faisiez référence tout à l'heure au douginisme, à une forme de recherche de pureté, d'épuration. Jean-Maurice, peut-être, allez-y. Sur la Russie, je sais pas, en effet, il faut peut-être pas dire racial ou ethnique, mais il faut bien voir dans le narratif de Vladimir Poutine, le recours à la religion a été d'un secours extraordinaire, de nous faire croire que l'ancien lieutenant-colonel du KGB est tout d'un coup tombé, je peux pas dire dans l'eau bénite, mais enfin presque, Galien,
C'est quand même hallucinant. Bon, donc le retour au patriarche Kirill et à ses discours, le retour à la religion et à l'Église comme ayant sauvé l'âme russe, comme c'est le cas pour, c'est pas un hasard, la Grèce orthodoxe, beaucoup d'amour pour la Grèce que j'ai. C'est le discours sur le Kiev qui est à l'origine. C'est d'ailleurs merveilleux parce que si on réfléchit au fond, finalement, les Russes sont ukrainiens. Je sais plus très bien si c'est les Ukrainiens qui sont russes ou les Russes qui sont ukrainiens, puisque c'est à Kiev que tout a commencé, ce qui est vrai. Mais dans le récit historique russe, ce qui est consubstantiel, c'est l'Église orthodoxe et c'est la fondation de la Russie. Et la fondation de la Russie, excusez-moi, c'est les Blancs orthodoxes d'Ivan, des trois capitales. Et quand vous vous souvenez de la façon dont les Russes de Vladimir Poutine, l'armée, a traité les Tchétchènes, il y a eu 2 guerres quand même. Des dizaines et des dizaines de milliers de morts civils, hein, je veux dire, je parle pas des terroristes. Bon, et quand on voit la façon dont sont traitées les minorités du Caucase ou ailleurs, moi j'ai pas rencontré quand même beaucoup de responsables tchétchènes pendant mes 4 ans en Russie, sauf à la tête des milices. Hein. Il y avait sûrement des tas d'Ingouch, mais je les ai pas beaucoup vus. Alors évidemment, je pratique pas la langue, etc., etc. C'est quand même un vrai sujet en Russie, enfin je crois. Alors il est caché. Et quand vous allez dans une réception où vous êtes tenu par les loups de la nuit, hein, je vous rappelle qu'ils sont les amis de Vladimir Poutine, vous avez un discours antiféministe, homophobe, raciste, antisémite et blanc. Donc malheureusement, la teinture, pas de Vladimir Poutine personnellement, ça c'est quelque chose de très bizarre, mais il y a quelque chose qui est lié à son enfance, comme vous le savez. Faut pas faire de la psychologie à 2 balles, mais quand même, il y a quelque chose. Mais dans enfin, quand vous écoutez Monsieur Douguine, le théoricien du pivot vers l'Asie, ou quand vous, voilà, on parle quand même pas beaucoup des populations autochtones. Hein. Cédric voulait juste réagir très rapidement. Je vous vois. Je vous donne la parole juste après. Je pense qu'il y a un racisme croissant et la confusion qui est faite entre pollution de l'air, du sol et pollution spirituelle, pollution des esprits. Dans les discours, on parle de virus, on parle de décadence et souvent mise en avant de tare, et d'infériorité morale et même la notion de pureté de sang, elle est présente. Donc je pense que ça dénote quand même une hiérarchisation des populations avec une volonté potentiellement de subordination. Donc je pense que c'est quand même assez inquiétant. Et ça a été mis en avant. La civilisation écologique, c'est aussi civiliser les minorités, les moderniser. Donc ça fait le lien avec ce nationalisme et cette xénophobie qui va être évoquée lors de la prochaine table ronde, je crois. Jean-Sylvestre, vous vouliez réagir à mon emploi du terme douguinisme, peut-être? C'est sur Douguine, j'aurais quand même précisé, pas dans le racisme, hein, c'est l'idée quand même centrale, là, c'est que les Russes auraient plus en partage avec les populations turques, turcophones, avec l'islam traditionnel. Ah si, dites Douguine, tout ça, je sais. Alors après, on peut dire quelle est la part de l'idéologie dans le fonctionnement, ça c'est encore une autre question, mais sinon, dans le racisme et dans la pensée de Douguine, c'est quand même cette idée que, quelque part, l'héritage mongol, l'héritage turco-mongol a été central dans l'histoire de la Russie. Alors, on n'a pas vu le même. Moi, j'ai passé 3 ans tête à tête avec lui, c'est pas ça qu'il m'a expliqué. Oui. Vers l'Asie, c'est l'expansion de Moscou vers l'Est. C'est pas la même chose. Et c'est la revanche du monde continental contre le monde atlantique, comme vous le savez. Alors, mais ça, c'est à l'ouest. Mais ça je vous assure que ça n'incluait pas dans son discours les Ingouches, les Tchétchènes et les autres. En parlant de... Je relis Douguine, mais franchement, il y a un truc... On va tous relire Douguine. En parlant de revanche, cher Jean-Maurice, peut-être une dernière question et la plus simple. Vous avez parlé de la perception que ces autocrates, ces personnages autoritaires ont de nos démocraties. Ils les perçoivent comme étant faibles. La question, c'est comment ces démocraties doivent-elles agir face à ces autocrates et sans trahir ce qui fait sans doute la force de ces démocraties. Voilà, vous avez 3 minutes. Voilà, à savoir la valeur. Jean-Sylvestre, il y a un refus d'obstacle de la part de Jean-Maurice. Comment les démocraties doivent agir face à ces... moi, je rappellerai tout simplement que la démocratie, c'est pas une idéalité platonicienne, c'est un régime politique, et donc il peut pas se soustraire aux lois du politique. S'il y a des ennemis qui vous désignent comme tels, je me réfère toujours à Julien Freund et même Resco référence à Carl Schmitt. Ça n'est pas moi qui désigne l'ennemi, c'est lui qui me désigne comme tel. Et donc à partir de ce moment-là, on doit faire face à la démocratie.
démocratie, c'est pas l'impuissance. Dans démocratie, il y a Kratos, hein, il y a bel et bien un pouvoir. Hein, et donc il y a la distinction ami-ennemi à opérer, il y a la mobilisation des moyens de puissance, hein, et lorsque des conditions extrêmes l'exigent, c'est l'usage de la violence armée. Hein, les démocraties, ça n'a jamais été rien d'autre. Hein, si on monte dans la haute antiquité, Athènes était une démocratie. Je suis en accord total avec Jean Sylvestre, d'où l'importance, du combat contre les réseaux et le réseautage et les idiots utiles et les manipulations de l'information. C'est fondamental. Il faut pas croire que simplement parce que nos enfants regardent TikTok, ils regardent TikTok. Ils regardent pas TikTok. Ils regardent le pouvoir chinois. Quand ils regardent Telegram, c'est noyauté en très large partie par les Russes. C'est-à-dire, il faut que je travaille un peu sur les manipulations de l'information. Il faut que les démocraties se réveillent. Parce que pour pouvoir avoir l'attitude que décrit Jean Sylvestre, il faut qu'ils se réveillent. Alors, nous réveillons. Pour se réveiller, c'est à vous que revient le mot de la fin, cher Cédric. Quels outils et quelles méthodes, pour reprendre l'un des mots sur lesquels vous êtes arrêté, puisqu'il est dans le titre de cette table ronde, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Censure, création de logiciels ou applications concurrentes, ou alors utilisation de moyens hybrides comme ceux que l'on subit parfois, ingérence, interférence, sabotage. Qu'est-ce que vous préconisez? Au-delà des questions climatiques? Oui, tout à fait. Global. Avec les questions climatiques, puisque vous avez parlé de la militarisation, de l'arsenalisation par la Chine de la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut continuer ce qu'on a commencé. Il y a une moindre naïveté européenne, un budget, le contrôle des prises de participation dans les entreprises, le combat sur les normes, tout ce qu'on a fait sur la taxonomie européenne. La Chine a une taxonomie mais qui est très peu influente, donc le combat normatif, revoir le droit de la concurrence, soutenir, appuyer la réindustrialisation. On le voit, on est en train d'essayer de faire émerger une filière des batteries en France, notamment autour de Dunkerque. Donc c'est des investissements significatifs. Ça arrive tard, mais il faut réutiliser une partie des instruments de politique publique utilisés par la Chine, sans tomber non plus dans une surétatisation de la transition écologique, ce qui est assez délicat. Mais je pense qu'en effet, une Europe puissance avec un vrai dessin industriel, des mesures de rétorsion, je pense que et aussi de l'information. De l'information sur les fausses solutions environnementales proposées par la Chine. Cédric, Jean-Maurice, Jean Sylvestre, merci infiniment et merci à vous.